Bonjour à toutes les entreprises connectées à ce webinaire marché agroalimentaire au Royaume-Uni organisé par ADOC et son bureau d'Occitanie à Londres. Donc moi je suis Catherine Machabert. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis responsable du département marché agroalimentaire et viticole. Donc j'avais la casquette viticole. Maintenant j'ai élargi le spectre avec l'agroalimentaire. Donc c'est avec plaisir que je vais introduire ce webinaire. Et puis après, laisser la parole à nos experts. Et ce webinaire sera aussi animé par Sotissam de l'équipe du département, donc marché agroalimentaire et viticole. Donc bon, comme il est d'usage de dire, hein, ce webinaire est enregistré. Donc vous pouvez couper votre micro et votre caméra, notamment votre caméra si vous ne souhaitez pas apparaître. Vous pouvez poser des questions parce que ça se veut interactif, on est entre nous. Donc vous levez la main avec le bouton ou alors vous pouvez poser votre question par écrit sur le chat de Teams. Voilà, et puis sachez que cette présentation, tout comme ce webinaire enregistré, le replay, vous seront communiqués à l'issue du webinaire, ou cet après-midi, ou la semaine prochaine. Voilà. Donc, première petite introduction rapide quand même hein, pour concernant ADOC, qui est donc l'agence de développement économique de la région Occitanie. Et donc, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir donc l'équipe du bureau de Londres, puisque ADOC a des maisons et bureaux à l'international qui nous appuient pour mettre en œuvre nos programmes d'action. Donc là, dans ce cadre-là, cette action, ce webinaire, s'inscrit dans une démarche plus globale et notamment l'annonce d'une opération que nous montons avec notre bureau de Londres, qui est la Gourmet Box Sud de France Occitanie, qui vous sera présentée en fin de webinaire. Et donc, pour vous expliquer qu'effectivement, dans l'approche d'un marché, nous sommes là à toute étape pour vous aider. Donc, dans un premier temps, voilà, structurez votre offre, votre démarche, vous posez les bonnes questions. C'est l'objet de ce séminaire, de ce webinaire, donc des opportunités agroalimentaires sur le marché britannique. Puis une phase de prospection. Donc là, on a différents programmes sur lesquels vous pouvez vous inscrire. Donc spécifique au Royaume-Uni, la Gourmet Box, comme je viens de le dire. Et puis après, nous sommes présents sur des salons où nous allons rencontrer et inviter notamment des acheteurs britanniques. Nous sommes présents au CIAL 2024, on sera présent à l'ANUGA 2025, avec bien entendu les entreprises de l'Occitanie qui peuvent s'inscrire sur notre pavillon, Occitanie Sud de France. Nous avons aussi une convention d'affaires en 2025 où nous allons inviter des acheteurs britanniques. Voilà pour la phase de prospection. Puis après, troisième temps, effectivement, une fois que qu'on vous a accompagné, que vous avez démarché, que vous avez trouvé des marchés, il y a une phase d'accélération dans laquelle on peut vous apporter encore beaucoup d'autres aspects pour permettre de développer vos ventes sur le marché, donc du coup ciblé. Voilà pour la présentation rapide de notre action. Donc, ce webinaire sera, on va dire, en quatre, il y aura quatre axes. Vous aurez une première présentation de notre équipe du bureau de Londres sur les opportunités marché agroalimentaire au Royaume-Uni. Il y aura une session de questions-réponses. Après, nous avons la chance, et je l'en remercie déjà, une intervention de France Agrimaire. Euh, donc, Monsieur Selim Kodia, qui est présent et qui fera une intervention sur tout ce qui est focus sanitaire, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'effectivement, maintenant, le Royaume-Uni est considéré comme un pays tiers et ne fait plus partie de l'Union européenne. Donc après avoir vu sur les opportunités marché, les chiffres clés, distribution, consommation tendance, différents, et puis des conseils aussi pour prospecter, ce focus sanitaire, nous avons la chance d'avoir des témoignages, à la fois d'un côté d'un importateur Target Limited, qui fera un témoignage sur effectivement l'import de produits français notamment, et puis son expérience pour se sourcer, etc. Et un témoignage d'une entreprise en région, l'étuverie.
Et puis, nous terminerons par la présentation du programme Gourmet Box qui sera présenté par Soti Sam. Voilà, donc sans plus attendre, parce que le principal, ça reste quand même le fond du sujet. Donc, Merci Catherine. voilà, je vais passer la parole à Isabelle du bureau d'Occitanie à Londres, qui va présenter un petit peu le bureau, et puis après, qui va rentrer dans le vif du sujet, pour vous faire Absolument. découvrir ce beau pays et en tout cas les opportunités qui peuvent exister pour vos produits agroalimentaires. Merci bien Catherine. Sophie, tu veux passer à la slide suivante directement. Donc, je me présente, donc je suis Isabelle Canan, je suis la responsable du bureau de la région Occitanie à Londres. Le bureau est ouvert en 2008. Notre travail, évidemment, c'est d'aider les entreprises agroalimentaires, mais pas que, à développer leur export, et particulièrement sur le Royaume-Uni. On a un champ d'expertise qui est extrêmement large. Aujourd'hui, on travaille évidemment sur l'export, on travaille aussi sur l'attractivité, sur la promotion. Et notre spécialité, aussi bien à Sébastien qu'à moi, c'est vraiment le vin et l'agroalimentaire. Donc l'équipe, elle est très petite, hein, vu que Sébastien, qui va présenter avec moi ces opportunités de marché, est l'autre membre de l'équipe. Nous sommes que 2 personnes. Soti, voilà, merci. Alors, le sommaire, tout d'abord, on va voir les chiffres clés que je vais vous présenter. Je passerai ensuite la main à Sébastien qui va présenter la distribution au Royaume-Uni. Puis, on verra la consommation et les tendances de consommation. On fera ensuite un focus produit sur certains produits au Royaume-Uni. Et puis, on finira avec des conseils pratiques sur comment bien prospecter le marché. Alors, les chiffres clés. Directement dans le vif du sujet, on va parler de l'économie britannique. Donc, l'économie britannique, c'est la 6e économie mondiale, et ce devant la France, puisque la France, je suis sûre que vous savez qu'elle est en 7e position. En 2023, le PIB par habitant était presque de 49 000 dollars par personne. Et on a eu une croissance en 2023 qui était extrêmement faible puisqu'elle était de 0,1%. 2023 est une année extrêmement compliquée au Royaume-Uni. On a même eu une récession technique qui a duré de juillet à décembre. Et cette récession technique, c'est vraiment le résultat de la crise du coût de la vie avec une très forte inflation. L'inflation, elle est revenue à un niveau normal, aujourd'hui à peu près 2%. Il faut garder en tête que cette inflation est passée à 9,1% sur 2022 et qu'elle est à 7,3% en 2023. On a même vu certains pics autour de 11 et 12%. Donc ça a été vraiment une inflation très galopante pendant 2 ans. Et cette inflation, elle était particulièrement forte sur les produits alimentaires. En 10 ans, les prix des produits alimentaires ont pratiquement pris presque un tiers. Donc c'est absolument énorme, sachant qu'à la base, les produits alimentaires, c'est une catégorie qui a très peu bougé en termes de prix. On avait même à un moment donné une déflation. Donc le revenu des ménages consacrés à l'alimentation est devenu important. En 2019, avant la crise du coût de la vie et avant la crise sanitaire, le revenu consacré à l'alimentation était d'environ 10,8% et il est passé à 11,8%. Le reste de l'économie, ça va pas trop mal, hein, c'est la bonne nouvelle. Et puis si je vais vous rassurer aussi par rapport à la croissance. La croissance pour 2024, elle va être bonne. On pense qu'elle sera autour de plus 0,8%. Donc on devrait avoir une performance plutôt pas mal. Le chômage en Angleterre est extrêmement bas, il a toujours été bas. On est quasiment en situation de plein emploi avec un chômage à 4,2% et un taux d'emploi à 74,5%. Et puis l'évaluation de la COFAS, et le Royaume-Uni c'est toujours en catégorie A, mais on a en catégorie A4, ce qui veut dire satisfaisant. Et la raison pourquoi c'est A4 et pas A1, c'est tout simplement à cause du Brexit. En termes démographiques, la France et le Royaume-Uni ont en fait une démographie très similaire à 69 millions d'habitants. C'est une population qui est principalement urbaine, hein, évidemment avec des grandes villes comme Londres, Birmingham, Glasgow, Édimbourg. Et cette population urbaine se développe de plus en plus. L'âge médian est de 40 ans, l'espérance de vie est de 81,3 ans. Ce qui est intéressant, c'est que cet âge médian, cette espérance de vie est beaucoup plus basse qu'en France. En France, l'âge médian est de, je crois, 42 ans et l'espérance de vie est de 83,1. Pourquoi on a cette grosse différence? Déjà, elle s'est creusée avec la Covid. Je suis sûre que vous savez tous que le Royaume-Uni a beaucoup souffert pendant la Covid. On était le pays européen où nous avons eu le plus grand nombre de décès. Et puis aussi, il y a notre raison, c'est l'alimentation. Les Britanniques ne mangent pas toujours très bien, du moins beaucoup moins bien que les Français. Dernier point qui est intéressant sur l'économie mondiale, c'est qu'on a une très forte concentration de la richesse du pays sur l'Angleterre, comme vous pouvez le voir avec ces chiffres.
Sotti, merci. Donc, maintenant, nous allons nous pencher sur les importations. Donc, le Royaume-Uni, c'est le 7e importateur mondial de produits agroalimentaires, ce qui est en chiffres 61,1 milliards de livres sterling. Ces importations de produits alimentaires ont fortement chuté entre 2022 et 2023. Donc, quelle est la raison de cette chute? Tout d'abord, les Britanniques ont finalement moins consommé de produits parce qu'en fait, ils avaient moins d'argent disponible. Ils ont dû dépenser plus d'argent sur, par exemple, l'énergie. Donc, ils ont consacré moins d'argent à l'alimentaire et donc ils ont moins dépensé. Autre raison, évidemment, c'est le Brexit. Il y a eu pas mal de soucis au niveau des douanes avec des retards de livraison. Néanmoins, le Royaume-Uni, c'est un client extrêmement important pour la France, vu que c'est son 5e client. Et puis, on peut voir à droite, sur cette petite charte, les principaux produits importés par le Royaume-Uni au niveau mondial. Donc, tout d'abord, on a les fruits et légumes, puis la viande, les boissons, les céréales. Je vous laisserai prendre soit de regarder la présentation quand vous la recevrez chez vous plus tard. Euh, le Royaume-Uni est très dépendant des importations. Comme vous pouvez voir, son taux d'autosuffisance alimentaire est de 58%. Et ce qui est intéressant, donc si on compare à la France, parce que souvent c'est difficile de savoir c'est quoi 58%, c'est très faible. La France, c'est 80%. Et ce qui est positif quand même, c'est par rapport à nous, Européens, c'est que malgré le Brexit, malgré la baisse des importations entre 2022 et 2023, 57% des importations de produits alimentaires venaient de l'Europe. Et si on regarde en chiffres de consommation, un quart des produits consommés au Royaume-Uni viennent de l'Union européenne. Euh, le principal fournisseur du Royaume-Uni, c'est le Pays-Bas. Comme vous le savez, le Pays-Bas, c'est aussi une base tournante en termes de livraison. Et le deuxième pays, c'est la France. Et la France, elle vend beaucoup au Royaume-Uni, tout ce qui est évidemment les boissons alcoolisées, je pense particulièrement au vin, mais aussi les produits laitiers et les produits de boulangerie. Si on regarde plus en détail les exportations de l'Occitanie vers le Royaume-Uni, vous devez garder en tête que ce diagramme, en fait, ne comprend pas le vin, qui a 42% de part de marché pour l'export des produits d'Occitanie vers le Royaume-Uni. Donc, si on enlève le vin, on peut voir trois grosses catégories. La première catégorie, c'est tout ce qui est frais, excusez-moi, fruits. Ensuite, c'est les conserves et les plats préparés à base de légumes. Et finalement, les confiseries et le chocolat. Et puis, il y a quatre petites catégories qui ont un peu plus de 4%, entre 4 et 5%. Ce sont les boissons fermentées, les produits de boulangerie et les produits à base de viande et finalement les agrumes. Donc, dernier chiffre dont je vais parler, c'est les dépenses alimentaires des Britanniques. Donc, la taille du marché, c'est 245,5 milliards de livres sterling, ce qui est environ 300 milliards d'euros. Et en termes de dépenses annuelles par habitant, c'est 2184 pounds de dépenser, soit environ 2600 euros, ce qui est beaucoup plus que ce que nous avons en France. Faut garder en tête que ce chiffre comprend aussi tout ce qui est boisson et aussi tout ce qui est restauration hors domicile. Et la grande différence, en fait, c'est le coût de la restauration hors domicile si on compare la France et le Royaume-Uni. En termes de chiffre d'affaires de vente au détail, les principaux produits qui sont achetés, ce sont des produits frais, puisque c'est plus d'un tiers. Et à l'intérieur de cette catégorie de produits frais, nous avons en majorité l'achat de viande, de fruits et de légumes. Il faut garder en tête, ce sont des chiffres en valeur et non pas en volume. Donc évidemment, un morceau de viande coûte un peu plus cher qu'une pomme de terre. Et puis l'autre catégorie importante, ce sont les snacks. À l'intérieur des snacks, on a les confiseries. Les Britanniques sont les plus gros consommateurs de snacks en Europe, aussi bien de snacks sucrés que salés. On a aussi la catégorie de produits laitiers, les viandes et les produits de la mer transformés, et finalement les plats préparés. Donc maintenant, je vais passer la main à Sébastien. Sébastien, ton micro est éteint. Sébastien, on t'entend toujours pas. Votre micro est coupé. Ok. Vous Vas-y. m'entendez? Vous Oui, m'entendez? c'est bon, Ah, c'est bon. excusez-moi. Donc, je vais vous parler de la distribution au Royaume-Uni. Et dans le graphique que vous allez voir à l'écran, on va s'intéresser au circuit d'approvisionnement, comment votre produit va être distribué au Royaume-Uni. Alors, ça paraît un peu compliqué comme ça, mais en fait, c'est relativement simple.
vous allez devoir, la règle générale, c'est que vous allez devoir passer par un importateur. Soit c'est un importateur qui est spécialisé sur la vente emportée, donc qui va vendre au supermarché ou à des magasins ou des farm shops, ou sinon vous passez par un importateur qui est spécialisé dans la RHD, la restauration hors domicile, donc ce qu'on appelle le food service. Évidemment, vous avez des importateurs qui font un peu les deux, mais ça c'est le schéma classique. Vous pouvez aussi vendre directement à des magasins ou à des chaînes de magasins, mais c'est quand même plus rare et c'est vrai que le Brexit a complexifié la donne. Par contre, ce qu'on peut voir dans ce graphique, c'est qu'il n'y a pas de vente directe au consommateur final, hein. Vous pouvez pas, c'est maintenant devenu impossible de vendre directement. Donc, on va maintenant parler de la grande distribution dans ce type. Donc, dans la grande distribution est dominée par la GMS, c'est 66%, quasiment 2 tiers des ventes. Ensuite, on a les discounters qui représentent 18% des ventes. Et ensuite, les commerces de proximité avec 15,5% des ventes, donc les commerces de proximité, c'est les commerces de quartier, donc c'est souvent des euh, des franchises comme Londis ou Spar, mais aussi Coop qui comptait dedans, donc vraiment des magasins de quartier de petite surface. Et ensuite, le e-commerce à 2,5%. Alors, ça paraît faible, mais en fait, là, c'est que les pure players qui sont comptés dedans. On verra plus tard qu'en fait, le e-commerce est plus large que ça. Ensuite, donc, on va s'intéresser donc à vraiment à la grande distribution, donc au supermarché. Donc, on a les supermarchés, on va dire historiques, Tesco, Sainsbury, Asda et Morrison. Tesco et Sainsbury dominent, surtout Tesco avec 28% de part de marché. Tesco, son motto, c'est Everyday Low Price, des prix bas tous les jours. Ils ont donc un positionnement en entrée de gamme et milieu de gamme, mais ils ont quand même une gamme Tesco Finest, donc une gamme un peu plus premium. Sainsbury, donc voilà, 15% de part de marché. Ils ont aussi assez fort dans tout ce qui est produits équitables, fair trade. Et ces deux enseignes ont vraiment des magasins de toutes les tailles, des magasins de quartier ou des grandes surfaces. Ensuite, on a Asda et Morrison qui sont plutôt des chaînes du Nord, donc vraiment en entrée de gamme. Et c'est vraiment plutôt des grandes surfaces. Donc ils sont vraiment en périphérie des villes. Ils sont des supermarchés, des hypermarchés. Avec donc Asda qui quand même, comme ils ont perdu des parts de marché récemment, ils ont ouvert des plus petites surfaces. Et ensuite Coop qui est plutôt une coopérative donc qui est en fait qui appartient aux clients de Coop. Donc il y a plusieurs différentes Coop qui vend sous le signe même ce sigle Coop. Et c'est vraiment des magasins de centre-ville, des petits magasins qui sont bien répartis sur tout le territoire. Il y a beaucoup de magasins, mais il y a une part de marché qui est vraiment faible. Donc tous ces enseignes ont vraiment perdu des parts de marché suite à la crise financière de 2008 et aux crises de coût de la vie. Hein, ils ont des parts de marché qui ont été grignotées par les discounters, donc Aldi et Lidl qui ont maintenant 17,8% de part de marché, alors qu'il y a une quinzaine d'années, ils étaient qu'à 5% de part de marché. Donc ils ont vraiment progressé fortement. Aldi d'ailleurs, c'est le leader en Royaume-Uni, alors que je crois qu'en France c'est plutôt Lidl. Donc une progression là qui aujourd'hui maintenant est plutôt stable. Donc, mais ils ont quand même, ils essaient maintenant d'attirer des consommateurs un peu plus aisés que d'habitude. Et ensuite, on a les enseignes premium, Waitrose et Marks Spencer. Donc, Waitrose, c'est une chaîne du sud de l'Angleterre, qui est à 4,5% de part de marché. Ils ont vraiment des produits premium et surtout beaucoup très forts sur les produits organiques. Marks Spencer, c'est une chaîne que vous connaissez tous. Elle est très présente dans tout ce qui est station-service et station de train. Euh, la différence de Marks Spencer, c'est vraiment beaucoup de produits, des ready meals, des plats préparés, et surtout tous des produits sous l'enseigne de Marks Spencer, donc des marques propres. Euh, Ensuite, l'autre circuit de distribution, c'est le e-commerce. Donc le e-commerce est vraiment très fort au Royaume-Uni, en 30% de ventes en ligne, en toute catégorie de produits confondus. Sur les produits alimentaires, c'est 13,1%. Donc l'e-commerce est fortement développé pendant la crise de la crise sanitaire en 2020 et 2021, puisqu'on était à 8% de dépenses et maintenant on est à 12% en 2020.
C'est un peu baissé en 2022, mais c'est reparti en 2023 et on prévoit une croissance pour 2024 à 3,1%, donc plus que l'inflation. Donc les acteurs du e-commerce, c'est évidemment d'abord la grande distribution, hein, Tesco, Asda, Morrison, ils vendent tous en ligne. Tesco, ça a par exemple 16% de vente en ligne ou Waitrose 14%. On a aussi tous les épiceries fines qui sont qui peuvent vendre en ligne ou des importateurs B2C qui vendent directement aux consommateurs, dont il y a un qui vous parlera plus tard, Tariet, qui vous parlera tout à l'heure. On a aussi donc les pure players sont bien développés au cadeau principalement, qui a 1,9% de part de marché, qui s'est créé une vingtaine d'années, qui est vraiment positionné premium avec une grande offre de produits. On a aussi Amazon Fresh, puis des importateurs spécialisés comme Riverford ou Rabbit Cole qui ont plus sur les produits organiques ou French Click sur les produits français. L'intérêt des pure players, c'est que ils ont moins de contraintes, ils ont pas de contraintes d'espace dans leur magasin, puisqu'ils n'ont pas de magasin, donc ils peuvent mettre plus de produits, raconter une histoire, mettre des fiches, des photos, donc il y a un peu plus de flexibilité. Ça permet aussi de vous mettre les pieds à l'étrier, surtout sur Ocado. Si vous vendez à Ocado, ça vous permet d'être plus crédible et d'aborder d'autres enseignes. Donc c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Prochaine slide, merci. Ensuite, on a le circuit des épiceries fines et autres. Donc déjà les food halls, hein, que c'est des épiceries fines. Ils sont peu nombreux, mais on a le plus connu c'est Harrods. On a Selfridges aussi avec 4 magasins, Harvey Nichols avec 7 magasins, ou Fortune Mason qui est le magasin du roi. Donc des food halls qui sont vraiment positionnés très haut de gamme, luxe presque. Pour aller dans ces food halls, il faut évidemment des produits de qualité, mais pas que. Il faut vraiment avoir un packaging très travaillé parce qu'il faut savoir ressortir sur le rayon. Donc, c'est de même, c'est un circuit qui est intéressant pour avoir la crédibilité, pour aborder ensuite d'autres circuits de distribution. Si un acheteur vous a référencé, c'est-à-dire que votre produit est vraiment est très intéressant. Donc, vous pouvez ensuite aller voir d'autres circuits. Les épiceries fines, ensuite, c'est un réseau moins développé qu'en France. On estime à un peu plus de 600 magasins répartis sur tout le territoire. Ils importent plutôt, ils importent peu et vont passer plutôt par des importateurs. Ils ont aussi donc des produits très qualitatifs avec des packaging assez travaillés. On a quelques chaînes, une chaîne principale, BDN Sage, avec une douzaine de magasins. Ensuite, on a les magasins bio. Alors de même qu'en France, c'est très peu développé, du moins, contrairement à la France, c'est très peu développé. On a deux chaînes principales, Whole Foods et Pets Organiques, mais à L2, en fait, elle comptabilise que 14 magasins. Et d'ailleurs, il y en a certains magasins qui ont fermé. Par contre, on a beaucoup de magasins indépendants bio, mais qui vendent du bio, mais pas que, ils vendent aussi des produits, on va dire, conventionnels. Et on a aussi, alors c'est un peu à part, c'est pour ça qu'on l'a pas mis, on l'a pas cité, mais on a Holland Barrett qui est une grande chaîne en fait de produits de nutriments alimentaires ou de suppléments. Donc ils vendent des produits sains. Ils ont 700 magasins répartis sur tout le territoire. C'est une chaîne historique qui date du 19e siècle. Mais ils peuvent vendre des choses intéressantes comme par exemple du café à orgeat. Et puis on a le réseau des farm shops. Ça, c'est vraiment un réseau très important avec plus de 1500 magasins répartis aussi pareil sur toute l'Angleterre. Donc évidemment, ils vendent des produits de la ferme, des produits ou des fermes avoisinantes, donc des produits de la viande, des légumes, des produits laitiers. Mais ils ont aussi tout un rayon épicerie fine, dont ils se sourcent auprès évidemment des produits anglais, mais ils peuvent acheter des produits européens, des produits de spécialité européenne. Ensuite, dernier circuit, la restauration hors domicile, les RHD, ce qu'on appelle le food service. Donc c'est vraiment un secteur important. On est à 112 milliards de chiffre d'affaires sur cette partie-là. Hein, c'est 46% des dépenses des ménages. Donc comme en Europe, hein, comme en France, elle a souffert pendant la crise sanitaire avec une baisse des ventes en 2020 et 2021.
c'est reparti en 2022 dans un niveau même supérieur à 2019, mais ça c'est vraiment l'inflation qui a joué et les prix qui ont vraiment fortement augmenté hein, dans la restauration. Avec les crises de l'énergie, le problème des staffs, donc ils ont vraiment des pressions niveau prix qui sont importantes. On estime que dans le CHR, il y a environ 250 000 établissements. Donc, c'est dominé par les pubs et les bars. Hein. Le pub anglais est bien connu, avec 32% des établissements et 26% de restaurants. Alors, ces 26%, il y a les restaurants, ce qu'on appelle service-led, donc les restaurants service à table, et les quick service restaurants, donc c'est vraiment les restaurants fast-food. Donc, on estime que les restaurants service à table, c'est à peu près entre 20 et 25 000 restaurants. Et dans ces 25 000, il y a 1000 restaurants qui sont listés au guide Michelin, donc 1000 restaurants qui sont ce qu'on appelle fine dining. Ensuite, on a les cafés qui sont 21%, ensuite hôtels et autres. Il faut pas oublier la vente emportée, qui est 31 milliards, ça a explosé pendant la crise sanitaire, avec beaucoup d'applications comme Getir, Uber Eats ou Gorilla qui sont apparus et qui permettent de se faire livrer à domicile très rapidement. Et maintenant, je laisse la parole à Isabelle qui va vous parler des tendances de consommation. Merci Sébastien pour cette description de la distribution britannique. Donc la consommation, Soti, s'il te plaît, la slide suivante, merci. Donc on a identifié en fait 4 comportements d'achat type chez les Britanniques. Le premier, c'est la recherche de valeur. Les Britanniques, ce sont des gens qui n'aiment pas dépenser trop d'argent pour leur nourriture, qu'ils soient riches ou qu'ils soient pauvres, hein, et particulièrement pour les produits de base. Donc, ils vont généralement acheter ce qu'on appelle les produits en essential price, c'est-à-dire les prix les plus bas dans leur magasin local. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que 46% des Britanniques considèrent que la nourriture est un moyen qui est facile et peu coûteux pour se faire plaisir. Donc souvent, en temps de crise, ce qu'ils font, ben, ils vont pas aller au restaurant parce que ça coûte trop cher. Donc ce qu'ils vont faire, ils vont rester à la maison et ils vont acheter des produits beaucoup plus premium pour se faire plaisir chez eux. Autre point que je voudrais mentionner, que Sébastien a un petit peu évoqué aussi auparavant, c'est que au Royaume-Uni, on a une très très forte consommation de marques de distributeurs. Il y a Marks & Spencer qui ne fait que ça, mais tous les grands magasins ont leur propre marque de distributeur à plusieurs niveaux. Et les Britanniques ne considèrent pas une marque de distributeur comme étant un produit bas de gamme, mais comme étant une vraie marque à part entière. Deuxième comportement d'achat, c'est en fait qu'on voit qu'il y a un vrai développement d'une consommation éco-responsable et éthique des Britanniques. Alors comment ça s'exprime? Tout simplement, d'abord avec l'endroit où ils vont faire leur shopping. Ça, c'est quelque chose qui vient de la Covid. Avant la Covid, les Britanniques allaient en masse dans leur supermarché local, en périphérie de ville. Maintenant, en fait, ils vont beaucoup plus dans leur magasin local. Je parle pas des petits supermarchés locaux, mais je parle aussi de l'épicier local, de la boucherie et du fishmonger, du poissonnier. Donc vraiment, il y a un très fort développement de tout ça. Et dans les campagnes, les gens vont beaucoup dans des farm shops aussi. Ensuite, un tiers des Britanniques ont indiqué qu'ils sont très préoccupés par l'origine des produits. Alors, autant qu'ils peuvent, ils essaient d'acheter des produits qui proviennent d'élevage en plein air ou encore de commerce équitable. Même certains d'entre eux, ils vont dans des magasins qui font des partenariats avec des communautés locales. Je pense entre autres à Coop. Autre sujet très important pour les Britanniques, c'est la gestion des déchets. Je ne sais pas si vous savez, mais en fait, le Royaume-Uni est très en retard pour la gestion des déchets, particulièrement les packaging plastiques. Et ce qui est intéressant, c'est que 61% des consommateurs britanniques estiment que la réduction des déchets plastiques devrait être le premier engagement de toutes les marques qui sont désireuses d'être plus respectueuses de l'environnement. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, les marques et les enseignes ont vraiment répondu à cet appel. On a vraiment vu le développement de packaging plastiques qui sont devenus recyclables. Moi, je pense typiquement à ma barquette de pommes où j'achète 4 pommes. Dans le temps, c'était dans une barquette en plastique, en poudre de plastique. Maintenant, la barquette, elle n'existe pas. Ou la barquette, elle est en carton recyclable. Et le plastique autour est aussi recyclable. Et dernier point important au niveau de la consommation éco-responsable et éthique, c'est en fait le bien-être animal. C'est le premier facteur motivant des Britanniques pour acheter des produits éthiques.
je ne sais pas si vous savez, mais il y a 8,6 millions de véganes et de végétariens au Royaume-Uni. Et c'est une population qui est grandissante, vu que 43% de la génération Z, donc c'est des gens qui ont moins de 30 ans, affirment qu'ils ne mangent pas de viande. En termes économiques, ça représente 523 millions de livres sterling en 2023. Donc c'est vraiment un secteur qu'il ne faut pas, qui est extrêmement important et qui est en plein développement. Alors, même si les Britanniques sont extrêmement éco-responsables et très éthiques, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'ils ne sont pas des très gros consommateurs de produits bio. La taille du marché bio en 2023 était de 3,2 milliards de livres sterling, ce qui est 3 fois moins important que la taille du marché bio en France sur cette même période. Et cette catégorie, même si elle se développe pas de manière significative. Finalement, dernier point qui est important pour nous autres Français, c'est que les Britanniques ont une très faible connaissance des signes et labels de qualité européenne. Pour vous donner un ordre d'idée, on a 88 appellations d'origine contrôlée et IGP au Royaume-Uni contre plus de 800 en France. Le seul signe de reconnaissance que quasiment tous les Britanniques reconnaissent, c'est le signe du fair trade, donc tout ce qui est éthique, commerce éthique. Le troisième comportement d'achat, c'est la santé par l'alimentation. Donc ça, c'est aussi un phénomène qui a été mis en exergue avec la crise du Covid. Comme je l'ai expliqué, le Royaume-Uni est extrêmement atteint par le Covid, avec beaucoup de personnes qui sont décédées. On était le pays européen qui avait le plus grand nombre de décès. Et le gouvernement a cherché à comprendre d'où cela pouvait venir. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait 64% de la population britannique qui était en surpoids et plus d'un quart de la population qui était obèse. Donc on a vraiment essayé de mettre en place des campagnes de lutte contre le sucre et contre l'obésité. Et les Britanniques sont de plus en plus conscients de ce genre de choses. Donc ils essaient de manger d'une alimentation qui est plus saine et plus utile. Par contre, ils veulent pas compromettre le goût du produit pour la santé. Donc on avait toute une pléiade de nouveaux produits qui sont arrivés sur le marché, qui sont meilleurs pour la santé. Je pense entre autres à tout ce qui est produit enrichi en vitamines, par exemple les cornflakes, ou encore des aliments qui favorisent le confort digestif. Je ne sais pas si vous connaissez ça en France, mais on a le yaourt kéfir, on a aussi de l'avoine fermentée au Royaume-Uni. Après, on a toute une pléiade de boissons relaxantes pour lutter contre le stress. Ça passe de la tisane en passant par le lait enrichi aux plantes, ou encore les produits qu'on appelle CBD, donc tout ce qui est à base de cannabidiol. Après, on a évidemment les soft drinks. Les Britanniques sont des gros consommateurs de soft drinks. Donc, on a des soft drinks évidemment sans sucre, mais aussi avec des ingrédients d'origine végétale, comme par exemple de l'eau de bouleau ou même des super aliments comme le curcuma ou la betterave. Et puis, dernière tendance aussi en termes de santé par l'alimentation, au niveau du vin et au niveau des alcools, on voit de plus en plus de produits avec ce qu'on appelle low and no alcohol, donc avec pas d'alcool ou avec un alcool très bas. Dernier comportement d'achat type, c'est l'expérience gastronomique. Comme je vous l'ai dit, pour les Britanniques, manger quelque chose qui est bon, c'est extrêmement important. Et ils veulent avoir cette gastronomie à la maison. Donc, comment est-ce qu'a répondu les professionnels? Tout d'abord, on a vu l'émergence de kits de recettes saines. Je pense entre autres à des gens comme nous avons en France, par exemple comme HelloFresh. On reçoit une boîte avec plusieurs repas, avec des ingrédients frais et qui sont ensuite faits à la maison. Les portions sont contrôlées en termes de calories, il n'y a pas trop de sucre. Donc, c'est des choses qui sont saines. On a d'autres concurrents à HelloFresh. On a par exemple Gusto, on a Abel & Co. Ensuite, comme Sébastien l'a indiqué, on a eu un très fort développement de la livraison à domicile, avec entre autres des livraisons avec Deliveroo, donc qui sont vraiment fortement développées. Et quasiment maintenant tous les restaurants ont des livraisons à domicile. Et même on a certains chefs qui ont fait des partenariats avec certains sites internet, comme par exemple Dispatch, où en fait ils ont des kits recettes gastronomiques qui peuvent être reproduites avec les ingrédients à la maison. Maintenant, je vais m'attarder un petit peu sur les tendances. On a vu quatre grosses tendances. La première, c'est l'innovation. Le Royaume-Uni, c'est un marché et c'est le marché en fait européen le plus avancé en termes d'innovation et donc les consommateurs sont extrêmement réceptifs. Évidemment, quand on parle de tendance, on pense souvent aux tendances en termes de packaging, mais c'est pas que, c'est aussi en termes de produit lui-même. Comme je l'ai expliqué, les végétariens et les véganes ont une place de plus importante dans la société au Royaume-Uni. Donc on a vu toute une sorte de produits, je vous ai mis des exemples à droite, qui se sont développés. Donc prenez par exemple Beyond Meat, c'est une marque de hamburger. C'est aussi le partenaire
hamburgers de McDonald's. Et ce produit, on les retrouve partout dans la grande distribution. Les Français, ils arrivent à sortir aussi leur épingle du jeu. Je vous ai donné l'exemple de la marque de bacon qui s'appelle La Vie. C'est une marque de bacon français. C'était un bacon végétarien. En termes de fromage, on a vu des fromages à base de plantes et non pas à base de produits laitiers. Ça, c'est vraiment pour répondre aux véganes. Donc des marques comme Cathedral City qui font du cheddar, et ben maintenant ils font du cheddar à base de plantes. Et puis en termes de packaging, j'ai mis deux exemples. Un exemple assez rigolo, l'omelette en sachet, où en fait on prend son sachet, on mélange dedans avec de l'eau et après on fait son omelette. Évidemment, le packaging est complètement recyclable. Après, la deuxième grosse tendance, c'est la praticité. Les Anglais, il faut l'avouer, ils n'aiment pas cuisiner. Hein. Pour eux, cuisiner, c'est vraiment une corvée. On fait un repas par jour dans sa cuisine et on s'arrête là. Donc, toute solution qui peuvent être proposées pour des produits qui vont leur faciliter la vie, ben, ils vont les prendre. Comme je l'ai expliqué, c'est les plus gros mangeurs de snacks en Europe, aussi bien snacks sucrés que salés. Donc les snacks fonctionnent super bien. Et si on arrive avec un nouveau snack, ils vont vraiment sauter sur cette opportunité. On va voir un exemple tout bête. À l'époque de Noël, vous avez dans les rayons des plateaux fromage tout prêts qu'on a juste à sortir, à mettre sur la table, parce que ça prend trop de temps d'aller choisir son fromage indépendamment au rayon fromage dans le magasin. Donc ça va vraiment à ce point-là. Ensuite, les produits naturels. Comme je vous l'ai expliqué, maintenant, les Anglais sont vraiment beaucoup plus penchés sur la question de santé. Donc, comme je vous l'ai expliqué, il y a plein de nouveaux produits. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des nouvelles gammes qui sont fortement développées. Les gammes qu'on appelle free from, qui sont en fait les gammes de sans. Donc, sans gluten, sans lactose, sans œufs, sans viande. Et en fait, on a des immenses rayons qui se sont créés. Typiquement, à côté de chez moi, j'ai un grand Sainsbury's. Il y a une aile complète qui s'est créée dans les 6 derniers mois avec une partie fraîche et une partie produits ambiants, et c'est que des produits sains. Et puis finalement, la dernière tendance, ce sont les produits de spécialité et les cuisines du monde. Je suis sûre que vous savez que les Anglais sont quand même pas très réputés pour leur cuisine. Donc depuis les années 70, fin 70 à l'année 80, ils ont été chercher de la cuisine chez leurs voisins. D'abord la France et l'Italie, mais aussi on avait une grosse communauté chinoise et indienne au Royaume-Uni. Donc on a beaucoup de ce qu'on appelle les takeaways chinois et indiens. Ça fait vraiment partie maintenant de la cuisine traditionnelle britannique quelque part. Mais ces spécialités du monde aujourd'hui sont toujours en pleine émergence, en plein développement. On voit des cuisines comme par exemple le Tex-Mex, la cuisine coréenne, la cuisine péruvienne, la cuisine libanaise, évidemment japonaise. On a de tout au Royaume-Uni. Donc il y a vraiment une tendance qu'on essaie qui est de plus en plus marquée et qu'on retrouve aussi dans les supermarchés, dans les magasins. Et puis l'envers de la médaille, ce sont les produits de spécialité. Les Anglais recherchent des produits qui sont authentiques. Et là, vraiment, la France, elle a sa carte à jouer. Donc c'est des produits authentiques britanniques où on réinvente certaines recettes avec des meilleurs ingrédients, mais c'est aussi des produits authentiques du reste du monde. Et je pense entre autres à la France et à l'Italie. Donc voilà, moi j'ai fini de parler, j'ai laissé la fin de la présentation à Sébastien, qui va vous présenter, faire un focus sur les produits. Merci Isabelle pour cette présentation très intéressante. Donc maintenant on va parler de certaines catégories de produits. On va s'intéresser à certaines catégories de produits où la France est assez forte. Donc on va commencer par les fromages. Le fromage évidemment la France exporte beaucoup de fromage. Mais ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que le Royaume-Uni aussi produit des fromages, hein, du cheddar en particulier ou du Stilton. On subit la concurrence des pays étrangers comme l'Italie avec le mascarpone ou le parmigiano, la Hollande avec le Gouda ou même l'Espagne avec le manchego. Donc on a une concurrence de certains pays. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Anglais ils consomment du fromage, mais pas forcément de la même façon que nous. Déjà, ils consomment du fromage beaucoup pour cuisiner, donc dans les sandwichs, dans les salades avec la feta, ou dans les gratins à fondant. Ils ont moins cette culture du plateau de fromage en fin de repas que nous on a en France. Et l'autre difficulté, évidemment, c'est le Brexit, les délais de livraison qui ajoutent des coûts sur la livraison. Ensuite, c'est aussi un marché qui est dominé par des marques ou des types de fromages. Les fromages français, c'est surtout le comté, le camembert et le brie, éventuellement le roquefort. Donc on a ou des marques comme Président. Mais il y a quand même des opportunités. On estime qu'il y a des opportunités dans le fromage. Déjà, la réputation de la France fait que on est quand même un des pays naturels pour acheter du fromage.
Les fromages continentaux sont quand même en essor. Justement, les Anglais ont, comme disait Isabelle, cherchent de l'innovation, donc ils ont toujours besoin de découvrir de nouvelles choses. Et surtout, il y a des périodes festives comme Noël où on va rechercher vraiment des choses différentes et un peu plus haut de gamme. Et justement, où là, le plateau de fromage a vraiment toute sa place sur une table. Donc on a les consommateurs curieux qui vraiment vont rechercher des choses nouvelles. La charcuterie aussi, l'autre catégorie importante, hein, il faut savoir que le Royaume-Uni est le premier importateur de charcuterie, mais c'est un segment qui est dominé aussi de même par l'Italie et l'Espagne. L'Italie avec le prosciutto ou le jambon de Parme, l'Espagne avec le chorizo ou le jambon ibérico. Donc ils ont vraiment ils dominent le marché. Et l'Allemagne aussi. Il y a aussi la difficulté de la baisse de la consommation de la viande, comme disait Isabelle, hein, on consomme moins de viande. Et puis encore le Brexit et les sites de qualité qui sont moins connus. Un label rouge est beaucoup moins connu au Royaume-Uni. Mais il y a encore aussi quand même des opportunités. Hein. Donc je disais que c'était le premier importateur de charcuterie parce que l'offre locale est plus chère et peu développée, mais il commence à développer des pâtés, des saucissons ou autres, ou la charcuterie locale. Et la France arrive quand même à se placer sur certaines catégories. Le jambon cuit n'existait quasiment pas avant et aujourd'hui on retrouve du jambon cuit, jambon au torchon par exemple, dans les supermarchés, principalement chez Waitrose ou chez Sainsbury ou même chez Marks Spencer. On a aussi la saucisse sèche. Alors c'est vrai que les saucissons c'est plutôt dans les épiceries fines, mais on en trouve aussi chez Waitrose de plus en plus. Et puis de même que pour le fromage, hein, on a des consommateurs qui sont curieux, puis c'est vraiment aussi un produit qui peut être festif. Il y a des périodes de l'année où on est plus propice à acheter ce genre de choses. Ensuite, les fruits et légumes, alors je vais le faire rapidement parce que je crois qu'il n'y a pas trop d'acteurs aujourd'hui dans ce domaine-là. Donc c'est vraiment un domaine où le taux d'autosuffisance est vraiment faible, hein, 56% pour les légumes et que 16% pour les fruits et légumes. Alors les difficultés, c'est que vraiment c'est un marché qui est dominé par le prix. L'origine est peu importante. Hein. C'est vraiment c'est pas ça qui est important. Ils veulent avoir des fruits ou des légumes toute l'année, peu importe l'origine. Par contre, c'est quand même un marché où il peut avoir des opportunités surtout dans le RHD, dans les RHD de qualité, les restaurants premium et aussi français où on peut vendre des produits de qualité. Maintenant, on va s'intéresser à l'épicerie fine. Donc vous pouvez voir sur ce graphique que la France est le quatrième pays. On est à 9% de part de marché, donc derrière l'Italie et les Pays-Bas et l'Allemagne. Donc la France exporte principalement, on peut voir sur le graphique de droite, où on voit sur la France qu'est-ce qu'elle exporte principalement. Donc elle exporte principalement des eaux, donc à 28%. Alors c'est vrai que il y a beaucoup de marques comme Badois, Volvic, Evian ou Perrier. On exporte aussi des soft drinks, donc des boissons non alcoolisées, du café et du chocolat. Donc c'est là où la France est vraiment forte. Mais il y a aussi la confiture ou des produits comme Isabelle disait, les BVP, donc la boulangerie et les viennoiseries où on est assez fort. Donc, on va regarder maintenant les opportunités et les menaces pour ce marché. Merci, Sati. Donc, comme je disais, vraiment une menace concurrence avec l'Italie, sont bien implantés dans tous les circuits d'épicerie fine, avec vraiment des packaging très soignés. Ils sont vraiment très forts au niveau des pâtes, des sauces, des condiments. Et puis évidemment, on est en concurrence directe avec les produits locaux, les produits britanniques, hein, parce que au final, l'origine est peu importante et l'anglais va préférer du miel fait au Royaume-Uni que du miel fait en France ou des chutneys britanniques. Donc il y a vraiment cette concurrence-là. Mais on estime quand même qu'il y a des opportunités. Hein. Isabelle en a beaucoup parlé. Déjà, des opportunités pour les produits de spécialité classiques, hein, avec les produits premium. Hein. L'anglais aime se faire plaisir. Il va en vacances. Il veut retrouver son expérience de vacances. Donc, il va essayer d'acheter des produits qu'il a expérimentés pendant ses vacances.
Donc c'est vraiment l'achat plaisir et puis l'achat de Noël aussi où on va essayer des choses différentes. Et il y a aussi donc aussi des produits où il y a des opportunités pour toutes les tendances actuelles, donc dont Isabelle parlait, les produits sans gluten, des produits innovants, des produits pratiques, des produits gluten-free. Qui sont vraiment en plein essor. Donc, si on a par exemple des chips gluten-free, des chips avec des goûts vraiment différents, on voit par exemple la marque Brett qui s'est vraiment très développée dans tout ce qui est épicerie fine au Royaume-Uni, alors qu'elle n'était pas du tout présente il y a 5 ans. On a mis quelques opérateurs, mais évidemment il y en a beaucoup d'autres, hein, que ce soit le Fer, BMC, ça c'est des opérateurs qui sont spécialisés dans le réseau épicerie fine. Par exemple Malao, j'ai découvert récemment, c'est vraiment que des produits innovants. Donc faut les rechercher évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Donc maintenant on va vous parler un peu des quelques conseils pour comment se prospecter le marché. Alors la première chose, c'est étudier, hein, on le redira jamais assez, étudier le marché, le comprendre, quels sont vos concurrents, est-ce que votre produit existe déjà, quels sont les prix pratiqués, où est-ce que votre produit, qu'est-ce que les produits concurrents, où est-ce qu'ils sont distribués, quels sont les types de packaging, les parfums ou les déclinaisons de produits, c'est vraiment important de comprendre quels sont vos concurrents et à quel prix sont pratiqués. Ensuite, identifier les prospects, c'est vraiment aussi très important. Quels sont vos prospects que vous pouvez, qui peuvent être intéressants? Euh, qu'est-ce qu'ils font? Quels sont leurs clients? Est-ce que c'est des grands magasins, des supermarchés? Est-ce qu'ils ont donc des opportunités dans leur gamme? Est-ce qu'il y a des trous dans leur gamme? Et est-ce qu'ils seront intéressés par votre produit? Donc, à partir de là, vous pouvez travailler votre pitch, hein, votre argumentaire de vente. Hein, c'est vraiment essayer de montrer à vos prospects que votre produit a des opportunités et a sa place dans le portefeuille de vos clients. Donc, est-ce que vous travaillez sur la différenciation de votre produit? Quelle est votre unique selling proposition, USP, donc les points de différence? Et travailler votre histoire, hein. L'histoire, c'est très importante. Les, les, les importateurs, les magasins vont relayer cette histoire c'est votre histoire qui va faire votre point de différence aussi avec la concurrence. Une recette originale, un changement de carrière, il y a toujours une histoire derrière un produit. Et puis, il faut s'interroger, est-ce que vraiment la cible de vos produits, vos clients, par exemple en France, c'est peut-être le même cible que la cible de vos prospects. Ensuite, pensez à votre stratégie commerciale sur le pays. Qu'est-ce que vous voulez avoir à terme sur l'Angleterre? Est-ce que vous voulez avoir un réseau de distribution varié ou vous voulez avoir un seul partenaire, être sur une région particulière? Évidemment, d'abord, la question principale, c'est la restauration hors domicile ou la vente à emporter. Et puis, pensez aussi au budget promotion. Hein, vous avez besoin de soutenir votre partenaire. Hein, c'est pas vous vendez votre produit, il se débrouille. C'est vous essayez de l'accompagner dans la promotion de votre produit pour qu'il se vende mieux parce qu'il a d'autres produits aussi à vendre. Ensuite, on va quelques petits conseils de pratique pour la prospection. Vraiment, c'est vraiment très pratique. C'est évidemment envoyer donc à partir si vous avez bien fait votre travail, vous pouvez envoyer vraiment des emails personnalisés en mettant en avant des quelques produits, les produits qui vont vraiment être pertinents pour votre prospect, avec des informations évidemment en anglais, des liens vers des sites anglais. Ça, on ne le dira jamais assez. Il faut vraiment avoir des informations en anglais. Évidemment, si on vous répond, répondez rapidement. Hein, les Anglais ont des préjugés sur les Français qui répondent pas forcément à temps. Et si votre prospect ne répond pas, relancez plusieurs fois. N'hésitez pas à relancer. Une réponse, pas de réponse, c'est pas forcément négatif. De temps en temps, évidemment, ils croulent sur les emails. Pour trouver les noms des contacts, utilisez LinkedIn. C'est vraiment une source d'information. Tout le monde est quasiment sur LinkedIn aujourd'hui. Il y a souvent les noms des contacts, évidemment pas les adresses email, mais les adresses email, vous pouvez souvent les trouver aussi sur des sites internet. Donc n'hésitez pas à utiliser Internet pour ça. Et puis ensuite, dernière chose, prenez en compte les différences culturelles. Bah, l'anglais déjà c'est quelqu'un de poli, donc n'hésitez pas à utiliser la politesse, à demander comment il va, à remercier fortement.
L'anglais n'aime pas non plus la confrontation, donc il faut être très diplomatique avec les Anglais en général. Et puis évidemment être ponctuel, hein, en rendez-vous, c'est à l'heure. Et si on est en retard, faut prévenir. Ça c'est vraiment important. Et commencer le rendez-vous par des banalités. Et pas de sujet qui fâche, donc pas de Brexit ou pas de sujet politique, hein. Les banalités comme le temps, ça va très bien. Les Anglais adorent parler du temps. Et puis ensuite, à la fin du rendez-vous, si il y a des décidé quelque chose, bah faites-le rapidement aussi. Et encore une fois, les Anglais aiment bien qu'on avoir des réponses rapides. Donc voilà, donc on a vraiment assez rapidement brossé le portrait de, de de comment prospecter. Et puis maintenant, on vous laisse la place aux questions et on va essayer de répondre si on peut. Donc, est-ce que vous avez des questions déjà? Première chose. J'imagine qu'on a dû être particulièrement clair. Ou pas. Oui, bonjour. Jean-Philippe Borde de la Darfox Italie. Je voulais vous demander une précision. Donc, le Royaume-Uni est constitué de différentes nations et même si les circuits de distribution, je veux dire, sont établis sur l'ensemble du territoire, est-ce que dans, comment dire, les modes de consommation ou comment dire, les évolutions, on distingue des tendances justement entre, comment dire, les différentes nations britanniques? Ah bah, la grande différence, c'est Londres et le reste, en gros. À Londres, c'est une population qui est quand même beaucoup plus cosmopolite. On a des consommateurs du monde entier. Je vais vous donner un exemple tout bête. Chez moi, on a 4 appartements. Dernier étage, c'est un Français et une Lituanienne. Milieu d'étage, c'est un Suédois et un Finlandais. Moi, c'est un Anglais et moi qui suis française. Et en dessous, ce sont des Américains. Ça, c'est Londres. Exactement, Londres. Donc à Londres, on a vraiment une consommation qui est extrêmement variée, extrêmement ouverte. On recherche des choses très innovantes. Quand on va dans les contrées plus au nord, en Écosse ou au Pays de Galles, on a des choses qui sont beaucoup plus classiques. Les Anglais ils sont moins ce qu'on appelle des foodies. Et c'est plus dans les choses pratiques. Ils veulent pas dépenser trop d'argent pour leur nourriture. Donc moi, c'est vraiment ça la grosse différence en termes de consommation. Sébastien, tu as des choses que tu voudras rajouter? Non, mais ensuite, je suis allé récemment en Écosse. C'est vrai que j'étais étonné aussi quand même de voir des épiceries fines comme à Londres, avec des produits très vraiment assez haut de gamme. Donc, je te rejoins tout à fait, hein, mais il y a quand même encore il y a dans certains poches du pays, il y a aussi des gens qui sont prêts à consommer différemment des produits un peu plus haut de gamme. Et Parce c'est qu'il y vrai a que les quand même de choses ont beaucoup l'argent un changé, peu hein. partout, en fait, en Angleterre. Comment? Les choses ont beaucoup évolué sur les 10 dernières années. Ça, c'est Ouais. aussi quelque chose d'important. Ouais. Ça fait 30 ans que je suis en Angleterre, donc j'ai vraiment vu une évolution importante à Londres, mais pas qu'à Londres. Comme dit Sébastien, il y a les grandes villes où il y a de l'argent. C'est là qu'on verra vraiment des épiceries fines qui vont plus se développer, où les gens Ouais. seront plus intéressés. Ouais. D'autres questions? Oui, bonjour. Bonjour. Alors, je ne sais pas si vous me voyez. Voilà, je suis Julie, responsable export du groupement Occitanie Gourmet. Je voulais intervenir concernant des questions un peu moins fun, des questions un petit peu réglementaires. Dans mon précédent emploi, j'avais monté un gros dossier pour inscrire sur nos produits une étiquette, sur l'étiquette, pardon, l'adresse d'un food business operator. Est-ce que c'est toujours d'actualité? De tête, oui, hein. Je Oui, crois oui. qu'il faut automatiquement mettre une adresse en Angleterre sur le packaging, de façon à ce que le Voilà. consommateur puisse se retourner vers quelqu'un qui est basé en Angleterre. C'est vrai que- D'accord, donc ça, c'est toujours d'actualité. Tout à Et fait. j'avais une autre question, parce qu'entre-temps, voilà, je me suis un peu, je suis partie en congé mater, donc j'avais plus du tout l'œil sur la veille réglementaire. L'Eurofeuille pour le label bio, comment dire, acceptée jusqu'à quand? Aux dernières nouvelles, je me suis pas renseignée. Peut-être que que notre collègue de France Agrimaire pourra répondre à la question, mais je crois que ça n'a pas encore été mis en place de tête. Ah Ouais. Par d'accord, contre, donc il n'y a toujours pas de date arrêtée, d'accord, très bien. oui, tout à fait. On irait Non. vérifier. On ira vérifier avec Sébastien pour être sûr à Ouais. 100%, mais je suis presque J'ai pas sûre vu que de date arrêtée là-dessus. moi Ouais. non plus. Non, moi Ouais, non plus. donc j'avais les dernières, ok, il n'y a pas eu d'update depuis. Tout à Très fait. bien. Bah, je vous remercie.
Je vous en prie. D'autres questions? On pourra répondre à la fin, hein. Si vous avez d'autres questions après, ouais. on pourra répondre à d'autres questions. Et puis aussi, vous pouvez nous contacter par email, hein. Il n'y a aucun souci, vous passez par Soti, on forwardera vos emails, on se fera un plaisir de vous répondre. Je crois qu'il y a Ico qui a levé la main. Ah oui, allez-y. Alors. Non, je vous remercie, pas de questions pour le moment. D'accord. Pas de questions? Très bien. Ben, en tout cas, merci beaucoup Isabelle et Sébastien pour cette présentation extrêmement intéressante, très détaillée, et on voit qu'on est vraiment au cœur des enjeux. Et de toute façon, comme on l'a dit, vous pouvez continuer à nous poser des questions sur le chat et également par mail ultérieurement, et on vous y répondra. On est obligé d'avancer un peu parce qu'on a un peu décalé le timing. Donc là, on est heureux d'accueillir Céline Kodja, qui est donc chargée de mission agrément export au sein de l'unité d'appui aux exportateurs au sein de France Agrimaire, qui va donc nous présenter le sujet qui est non moins sensible donc, et intéressant des exigences sanitaires suite au Brexit. Merci à vous, bonjour à toutes et à tous. Alors, je préfère, parce que comme je suis à la maison, je peux avoir une bande passante un peu faible. Je vais juste couper la caméra et je la remettrai tout à l'heure éventuellement pour les questions. Voilà, je préfère pour être sûr de ne pas perdre le fil. Donc voilà, je me présente, je suis Céline Kodja, je suis vétérinaire de formation et je suis donc à France Agrimaire au sein de la mission des affaires européennes et internationales à l'unité d'appui aux exportateurs. À la diapositive suivante. Moi, je vais vous parler, on va dire, en gros, des conséquences de la sortie du Royaume-Uni, donc de l'Union européenne, puisque, comme il a été dit tout à l'heure, le Royaume-Uni aujourd'hui est considéré maintenant comme un véritable pays tiers. Je vais faire un rappel des faits rapide et ensuite je rentrerai un petit peu plus dans les détails. Donc, pour mémoire, ce qu'il faut savoir, c'est que la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, comme vous le savez, a eu lieu donc déjà en 2020. Une période de transition a été mise en place donc de février 2020 à décembre 2020. Et durant cette période, le droit de l'Union européenne continuait de s'appliquer au Royaume-Uni. Mais en janvier 2021, cette période de transition, on va dire, elle a pris fin. Et donc, un accord de commerce et de coopération a été signé entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et depuis cette sortie, comme les Britanniques n'étaient pas tout à fait prêts à commencer, on va dire, les contrôles des produits venant des pays tiers, le gouvernement britannique a repoussé quand même à 5 reprises la mise en place des contrôles à l'importation sur les marchandises en provenance de l'Union européenne. Alors, je parle uniquement Union européenne, mais en tout cas, c'est même tous les autres pays tiers. Hein. Donc, enfin, les autres pays tiers, ça ne change pas grand-chose. Mais pour nous, en provenance de l'Union européenne, il y a eu quand même, à 5 reprises, le gouvernement britannique a repoussé la place de ces contrôles. En fait, il le justifiait, surtout pour le dernier report, par la nécessité pour les acteurs économiques de se préparer à ce changement. En fait, c'est surtout pour laisser place aux parties prenantes du temps supplémentaire pour se préparer aux nouveaux contrôles. Et donc, l'obligation de présenter, on va dire, un certificat sanitaire pour les importations alimentaires qui était initialement prévu en octobre 2023 a été décalée à janvier 2024, et même chose pour les contrôles physiques qui finalement n'ont commencé à s'appliquer dans les postes de contrôle frontaliers britanniques qu'à partir d'avril 2024. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces nouvelles modalités de contrôle reposent sur 2 grands principes. Tout d'abord, ce que vous voyez à la diapositive, c'est le classement des listes des produits par catégorie de liste. Et donc, on a le risque élevé qui est sur la gauche, le risque modéré qui est au milieu et le risque faible. Alors, elles sont valables pour tous les États membres de l'Union européenne, puisque l'Union européenne est considérée ou est traitée comme une entité épidémiologique unique. En fait, ces listes ont un caractère évolutif
en fonction des évaluations scientifiques qui seront menées par la suite par les autorités britanniques. Donc, comme vous pouvez le voir, donc on a 3 catégories, et dans les 3 catégories, vous trouvez le pôle végétal, ce qu'on appelle le phytosanitaire, les plantes qui sont destinées à des plantations, des tubercules, etc. Et on a le sanitaire animal, c'est-à-dire les animaux vivants, les produits d'origine animale, etc. Donc, comme vous voyez sur la diapo de gauche, tout ce qui est à risque élevé, donc forcément, ceux-là, ils sont obligatoirement soumis, bien entendu, à une certification vétérinaire qui, ceux-là, leur certification a démarré déjà depuis le 1er janvier 2021. Ensuite, donc, la catégorie de risque modéré que vous voyez au milieu, donc vous avez donc la partie phytosanitaire et la partie, on va dire, animale sanitaire. Et ensuite, sur la partie droite, on a tout ce qui est les catégories de risque faible. Alors, et les catégories de risque faible, ceux-là ne sont pas soumis à une certification vétérinaire, mais juste à des documents commerciaux, un document commercial. Donc ça, c'était le premier grand principe, comme je l'ai dit, le classement des listes des produits par catégorie de risque, donc élevé, modéré ou faible. Ensuite, le deuxième grand principe, non, il faut rester encore sur la diapo, merci. Le deuxième grand principe, c'est la dématérialisation de la certification vétérinaire via un outil qu'on appelle TraceNT. NT, c'est pour New Technologies, auquel les entreprises se sont déjà formées auprès de France Agrimaire par le biais des formations à l'outil en amont du début de la certification officielle. D'ailleurs, c'est moi qui ai réalisé les formations pour préparer les opérateurs à établir leur certificat sanitaire avant la date qui était donc au 30 janvier 2024. Et donc, suite à l'accord conclu entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, la certification sanitaire des marchandises pour le volet animal comme pour le volet végétal se fera exclusivement et uniquement via la plateforme TraceNT. Diapositive suivante. Et donc, comme je l'ai signalé, la mise en œuvre pratique depuis le 30 avril 2024, c'est que toutes les marchandises, alors on ne parle pas des marchandises qui sont à risque élevé, ceux qui sont à risque élevé, ils sont déjà certifiables depuis le 1er janvier 2021. Voilà. Et donc, depuis le 30 avril 2024, le Royaume-Uni met en œuvre des contrôles qu'on appelle donc passage par un poste de contrôle frontalier désigné pour le produit, parce que vous pouvez avoir des postes de contrôle frontalier qui peuvent être désignés pour telle catégorie de produits et d'autres pour d'autres catégories de produits. Et donc, un passage par un poste de contrôle frontalier désigné pour le produit, où il va y avoir des contrôles documentaires, des contrôles d'identité et des contrôles physiques, donc dans ces postes de contrôle frontalier, pour les produits qui sont importés et qui sont soumis à certification sanitaire. Et donc, la mise en œuvre de ces contrôles physiques entraîne bien entendu des changements importants pour les entreprises agroalimentaires qui exportent vers le marché britannique. Diapositive. Alors, non, avant la diapositive suivante. Donc, l'opérateur, on va dire l'importateur britannique, donc lui, bien entendu, quand il va récupérer sa marchandise, il va se présenter au contrôle s'il est éligible. Alors bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que ça concerne vraiment la partie en Grande-Bretagne, c'est-à-dire que l'opérateur doit, lui, c'est sa responsabilité de savoir si son contrôle est éligible ou pas en passage de contrôle frontalier. Et donc, il reçoit généralement des informations soit par SMS, soit directement sur l'écran de ferry, s'il a pris le ferry, ou bien par un système en ligne qui va le guider pour présenter sa marchandise au poste de contrôle donc qu'il a indiqué et voir s'il est éligible au contrôle ou pas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des redevances à l'importation, donc pour l'opérateur britannique qui a acheté cette marchandise. Et ce qu'il faut savoir, c'est que puisque le Royaume-Uni
il a pris déjà des retards puisqu'il a repoussé à 5 reprises parce que les infrastructures n'étaient pas prêtes. Mais aujourd'hui, les infrastructures sont en place. Et donc, ces postes de contrôle frontalier, certainement, vont générer des frais d'exploitation qu'on appelle le Common Use Charge, d'une part, mais aussi, si les produits sont soumis au contrôle, on va dire les 3 contrôles que je viens de citer, bien entendu, il y aura des frais supplémentaires, ce qu'on appelle des frais de contrôle SPS. SPS pour sanitaire et phytosanitaire. Voilà, diapositive suivante. Voilà, donc là, je résume un petit peu ce qu'on vient de dire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc depuis le 31 janvier 2024, il y a bien entendu cette certification qui a commencé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a d'abord ce qu'on appelle une pré-notification qui se fait dans le système britannique qu'on appelle le IPAFS. Alors, je ne me rappelle pas ce que ça veut dire exactement, les acronymes, mais en tout cas, avant toute importation sur le territoire britannique, l'opérateur doit faire une déclaration dans l'IPAFS. Donc, là, je schématise rapidement. Donc, vous avez tout ce qui est vert. Donc, ça, c'est le risque faible. Même s'il n'y a pas de contrôle pour les risques faibles, puisqu'il n'y a pas de certification, mais il faut faire quand même une déclaration en IPAFS. Et ensuite, bien entendu, ça doit passer par un poste de contrôle frontalier, mais il n'y a pas de contrôle de routine. En revanche, pour la catégorie à risque modéré, donc toujours, non seulement il y a une pré-notification dans l'IPAFS, mais à la différence du risque faible, il y a une certification sanitaire ou phytosanitaire en fonction si c'est un produit d'origine animale ou un produit d'origine végétale. Et donc, depuis le 30 avril 2024, on a bien entendu une entrée par un poste de contrôle frontalier désigné et une partie des contrôles va être réalisée au poste de contrôle frontalier. Enfin, la catégorie de risque élevé qui est déjà en place depuis le 1er janvier 2021, pré-notification obligatoire, certificat bien entendu, et la marchandise ou les animaux rentrent au Royaume-Uni par un poste de contrôle frontalier désigné, mais juste pour rappel, les contrôles en poste de contrôle frontalier pour les animaux vivants ne se fait pas encore. Les Britanniques ont annoncé donc les contrôles dans les postes de contrôle frontalier pour les animaux vivants. Alors, ça se fait à destination, mais sinon, apparemment, les postes de contrôle frontalier seront prêts en fin d'année, c'est-à-dire en fin octobre, début novembre. Voilà, diapositive suivante. Donc là aussi, juste pour votre information, mais ça concerne uniquement l'importateur en Grande-Bretagne. Comme je l'ai signalé, donc il y a des frais d'exploitation. Donc il y a le secteur public. Aujourd'hui, on a les plus connus sont ce qu'on appelle si la marchandise passe par un secteur public, c'est-à-dire par un poste de contrôle frontalier public, comme ceux de Douvres ou de Eurotunnel. Donc, comme je l'ai dit, il y a des frais d'exploitation, comme vous pouvez le constater. Pour le risque faible, bon, on va pas trop en parler, mais par contre, pour tout ce qui est importation, donc si c'est un risque faible, ça va être 10 livres, en modéré c'est 29, et en élevé, ça a toujours été 29. Donc ça pour les importations. Pour les transits, comme vous pouvez voir, les chiffres qui sont sur la droite. Ça c'était pour le secteur on va dire denrées d'origine animale. Pour le secteur des végétaux, bon, il y a un petit peu plus de souplesse, on va dire. Et vous avez à la 3e colonne où c'est marqué HRFNAO, ça veut dire que ce sont des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou destinés à l'alimentation animale qui sont classés à haut risque, mais qui ne sont pas d'origine animale. Enfin bon, c'est un petit peu, voilà, on appelle ça le high risk feed and food non-animal origin. Donc, c'est un risque élevé. Et bien là, c'est un coût, on va dire, maximal de 29 livres. Donc, comme je l'ai signalé, ça, c'est les coûts qu'applique le secteur public. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certains postes de contrôle frontalier qui sont privés et qui peut-être ne facturent rien ou seulement en cas d'inspection. Et ça, on vous donnera par la suite, sur les diapos suivantes, les liens pour voir éventuellement, vous pouvez toujours transmettre ces informations à vos importateurs en Grande-Bretagne pour voir vers quel poste de contrôle frontalier ils pourraient éventuellement passer, mais il faut qu'ils passent
systématiquement par un poste de contrôle frontalier qui soit, on va dire, éligible à la catégorie de produits qu'il présente. Donc, bon, c'est payable par l'importateur, comme je vous l'ai dit, ou par l'agent des douanes. Il y a un report de mise en œuvre pour les animaux vivants, puisque les postes de contrôle frontalier pour les animaux vivants ne sont pas encore opérationnels. Diapositive suivante. Voilà, donc je vais passer rapidement. C'est juste pour vous expliquer, pour l'importateur en Grande-Bretagne, lorsqu'il fait une déclaration, donc ce qu'on appelait tout à l'heure le IPAS, alors, sur une même déclaration, il peut y avoir différents produits qui sont acheminés par le même camion. Et les Britanniques, parce que imaginez que vous avez par exemple une dizaine, ou une quinzaine ou une vingtaine de catégories de produits différents. Mais ben, les Britanniques ont décidé, enfin les autorités ont décidé de facturer uniquement les 5 premières lignes. Si vous avez par exemple 20 catégories de produits, l'importateur britannique, on va lui faire facturer uniquement les 5 catégories. Sauf qu'il y a une petite particularité, en fait ils sont assez malins, les autorités britanniques, c'est que, imaginons que vous avez uniquement du risque faible, donc là vous restez sur 10 livres par lot, mais s'il y a un ou deux modérés sur la même liste, donc sur les 5 premiers, eh bien malheureusement, le calcul va être fait au taux de la catégorie du risque la plus élevée. Bon, c'est comme ça, les Britanniques ont décidé de faire comme ça. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tout doit être bien entendu acheminé, donc on va dire par le même pays d'origine, même pays d'expédition, même transport, parce que c'est important, et même lieu de destination. Voilà, diapositive suivante. Voilà, ensuite, je voulais vous parler quand même, vous avez peut-être entendu parler de ce qu'on appelle du cadre de Windsor, ce qu'on appelle l'étiquetage Not for EU. Donc ça, le cadre de Windsor, en fait, ce cadre introduit une nouvelle manière d'acheminer des produits de détail, je dis bien des produits de détail préemballés de Grande-Bretagne, c'est-à-dire d'Angleterre, d'Écosse, des Pays de Galles, vers l'Irlande du Nord, ainsi que les produits qui sont importés en Grande-Bretagne depuis l'Union européenne. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, en fait, cela signifie que dans le cadre d'un processus de déploiement en 3 phases, la première phase, elle est déjà passée. Ça concerne donc tous les produits carnés et les produits laitiers frais. Donc, cela signifie que dans le cadre d'un processus de déploiement en 3 phases qui a commencé en octobre 2023 et qui se poursuit jusqu'en juillet 2025, certains produits nécessiteront des étiquettes individuelles clairement marquées Not for EU. Voilà. Donc, au 1er octobre, là, on arrive sur tous les produits laitiers. Voilà. Et au 1er juillet 2025, ça va concerner les produits composés, les produits de la pêche, les poissons. Ensuite, nous avons bien sûr les fruits et les légumes. Diapositive suivante. Voilà. Donc, il y a des démarches à réaliser auprès des autorités sanitaires françaises avant le départ des marchandises. Donc, tout opérateur qui souhaite exporter des denrées doit bien entendu faire des démarches. Alors, on va faire en trois parties. Donc, pour les animaux vivants et les produits d'origine animale, l'interlocuteur, ce sont les services vétérinaires de la direction départementale en charge de la protection des populations du département d'implantation de l'établissement, ce qu'on appelle les DDPP ou les DDPP ETS. Pourquoi? Parce que ce sont les services vétérinaires qui, eux, vont, bien entendu, délivrer ce qu'on appelle les certificats sanitaires. Et donc, pour les animaux et les produits d'origine animale, déjà depuis le 1er janvier 2021, des certificats sanitaires sont exigés pour les animaux et les produits animaux dits à haut risque, c'est-à-dire qu'on parle des animaux vivants et des produits germinaux, mais depuis le 31 janvier 2024, les certificats sanitaires sont exigés pour les produits animaux à risque modéré, comme on vient de le voir. Les produits animaux à faible risque devront être accompagnés d'un document commercial, donc cela, il n'y a pas de souci. Et les denrées, comme je l'ai dit, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux à haut risque, non d'origine animale, ainsi que les produits animaux à faible risque, eux, devront être accompagnés, bien entendu, d'un document commercial.
commercial. Donc là, c'est le volet animal, l'interlocuteur, c'est-à-dire l'interlocuteur, on va dire, public, c'est la direction départementale de la protection des populations. Ensuite, nous avons la partie végétale, donc tout ce qui est pour les végétaux et les produits végétaux. Donc là aussi, ce sont ce qu'on appelle le service régional de l'alimentation, c'est-à-dire, on appelle ça donc le service régional de l'alimentation qui est hébergé dans les directions régionales de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt, donc ce qu'on appelle l'ADRAF. Et là, comme je l'ai dit pour les végétaux et les produits végétaux, la certification phytosanitaire officielle des végétaux et des produits végétaux, à haut risque, donc, elle est déjà exigée depuis le 1er janvier 2021, mais maintenant, les végétaux et les produits végétaux à risque modéré sont soumis à la certification depuis le 31 octobre 2023, et les végétaux produits végétaux à faible risque sont, eux, exemptés de certification. Et j'ai parlé, bien entendu, de la certification qui doit exclusivement être faite par le biais de l'application TraceINT, que ce soit pour le volet animal ou pour le volet végétal. Et donc, pour les formalités auprès du service en charge de la certification officielle, l'opérateur qui doit avoir un contrat, qui doit avoir créé un contrat, donc l'opérateur transmet au service compétent, c'est-à-dire soit la DDPP pour le volet animal, soit le SRAL pour le volet végétal, donc via l'application TraceINT, il doit bien entendu transmettre les éléments relatifs à sa demande d'export vers le Royaume-Uni. Juste pour votre information, comme je l'ai dit, toutes les certifications pour le Royaume-Uni vont se faire via l'application TraceINT. Et donc l'opérateur transmet au service compétent via l'application TraceINT les éléments relatifs à la demande d'export. Le service compétent, c'est-à-dire la DDPP ou le SRAL, instruira la demande en procédant notamment aux vérifications nécessaires, c'est-à-dire les contrôles documentaires et les inspections sur site le cas échéant. Et ensuite, si l'instruction est favorable, eh bien l'opérateur récupère son certificat sanitaire ou phytosanitaire ou sanitaire signé par les autorités françaises, attestant bien entendu du bon respect des exigences des autorités phytosanitaires britanniques. Voilà, diapo suivante s'il vous plaît. Alors, comment se préparent les opérateurs? Tout d'abord, comme je l'ai signalé, tout opérateur, donc il y a un enregistrement et une coordination des entreprises en France et en Grande-Bretagne. C'est-à-dire, il faut s'assurer que l'entreprise est bien enregistrée par l'autorité compétente française. Comme je l'ai dit, on passe par les DDPP. Excusez-moi, j'ai oublié le SRAL. Donc les DDPP pour le volet animal et le SRAL pour le volet végétal. Mais aussi, l'entreprise de l'importateur britannique doit également être bien enregistrée par l'autorité sanitaire compétente britannique. C'est très important. S'assurer, bien entendu, d'une coordination avec l'importateur en Grande-Bretagne pour la pré-notification dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Pour plus de détails, vous avez la possibilité de consulter le site gov.uk où vous avez vraiment toutes les informations. Diapo suivante. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous devez identifier la catégorie de risque et des certificats. Donc, si à partir de la catégorie de risque, vous allez définir le certificat sanitaire. Alors, lorsque l'opérateur n'a pas encore son compte TRACE, il peut toujours vérifier le modèle de certificat sanitaire qui est publié sur le site des autorités UK, sauf qu'il est en anglais. Donc, il est bien intéressant que l'opérateur qui est soumis à une certification vétérinaire doit faire sa demande pour avoir un compte TRACE et ensuite, dans l'application TRACE, il pourra récupérer le modèle de certificat sanitaire qui est rédigé en langue française. Ça, c'est important. Ensuite, on a les exigences associées aux produits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autorité compétente UK, comme je l'ai dit, a publié différents modèles de certificat sanitaire pour les exports d'animaux vivants et de produits d'origine animale à partir du biais donc du site internet. Je ne vous cache pas que jusqu'à présent, nous n'avons toujours pas le site internet des autorités britanniques quant au modèle de certificat sanitaire pour le domaine végétal. J'en ai même encore informé hier le SER de Londres et qui me disent qu'ils continuent à voir s'il y a vraiment un site pour récupérer, au moins pour avoir un aperçu des modèles de certificat sanitaire. Et donc, en tant qu'exportateur,
nous vous recommandons quand même de consulter les certificats afin de connaître les exigences auxquelles vos produits devront répondre. Ensuite, donc, accéder, non, si vous pouvez rester sur la même diapo, s'il vous plaît. Voilà. Ensuite, donc, accéder au modèle de certificat, comme je l'ai dit, il y a cette possibilité. Donc, pour l'opérateur, bien entendu, il doit se créer un compte utilisateur dans Trace. Vous pouvez avoir le lien qui s'affiche, bien entendu, de France Agrimer, où vous aurez toutes les informations pour vous créer un compte. Ça, vous avez toutes les informations. Et bien entendu, la bonne préparation des entreprises représente un enjeu de compétitivité essentiel au maintien de vos parts de marché. Diapo suivante. Enfin, vérifier bien entendu avant le départ des marchandises vers le Royaume-Uni. Bien entendu, l'ensemble des documents qui sont exigés par les autorités sanitaires britanniques doivent accompagner la marchandise jusqu'au lieu des contrôles SPS au Royaume-Uni, donc selon leur analyse de risque. La déclaration d'exportation en douane française et le cas échéant, d'autres documents relatifs aux formalités, je pense aux factures, je pense au proforma, etc. Ça, voilà. Donc, tout document, on va dire, supplémentaire, bien entendu, doit être fourni. Je reviens sur l'encadré d'en bas parce qu'il est très, très important. Vraiment, l'anticipation et le respect des formalités qui sont décrites sont indispensables pour éviter tout refoulement ou destruction des marchandises au titre des motifs ci-dessous et qui constituent vraiment des non-conformités majeures, en général qui ne sont pas régularisables et ce serait vraiment une perte de vos parts de marché. Donc vraiment, ne pas introduire des marchandises interdites, ne pas envoyer des marchandises avec un certificat erroné ou une absence de certificat et surtout respect bien sûr de ce qu'on appelle de la rupture, enfin de la chaîne du froid par exemple. Surtout pensez aux conditions hygiéniques des lots parce que si votre lot par exemple doit être maintenu à température moins 18 et qu'il arrive à plus 3 degrés, forcément il y a une rupture des chaînes du froid et le lot est considéré comme non satisfaisant et qui malheureusement est voué à l'échec et voué bien entendu à la destruction. Voilà, diapositive suivante. Voilà, donc là, je vous ai mis des liens. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler du Border Target Operating Model. Je peux en parler rapidement. Alors, le Border Target Operating Model, c'est le nouveau modèle de contrôle aux frontières et qui a été publié par les autorités compétentes britanniques le 29 août 2023. En fait, ce modèle, il indique un nouveau calendrier de déploiement du rétablissement de certains contrôles sanitaires et aussi d'obligations relatives aux déclarations de sûreté et de sécurité. En fait, déjà d'un point de vue sanitaire, il indique que les produits d'origine animale classés dans la catégorie medium risk devront être accompagnés d'un certificat sanitaire lors de leur importation ou de leur transit par la Grande-Bretagne, et que les contrôles aux frontières pour ces produits d'origine animale à medium risk, bien entendu, entreront en vigueur. Ben, c'est ce qui a été fait. Et en outre, le BTOM indique également comment les contrôles frontaliers à l'importation vont se dérouler. On en a parlé tout à l'heure, le contrôle documentaire, le contrôle d'identité et le contrôle physique. Et enfin, l'importation des marchandises qui sont soumises au contrôle frontalier doit bien entendu se faire par un poste de contrôle frontalier, ce qu'on appelle les BCP, qui est désigné à cet effet. Et enfin, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir, dans ce Border Target Operating Model, il indique qu'à partir du 31 octobre 2024, il y a une nécessité d'une déclaration de sûreté et de sécurité pour les importations en provenance de l'Union européenne avec un ensemble de données réduit et l'utilisation d'un guichet unique britannique. Voilà, donc là, je vous ai remis aussi donc pour aller vérifier la catégorie des risques de vos produits. Donc, vous avez le lien qui vous permet donc de vérifier, mais vous avez aussi la possibilité de déterminer la catégorie de produits donc avec un code douanier. Alors, c'est très intuitif. En fait, c'est un tableau. Il suffit de rentrer votre code douanier et là, le système va vous dire dans quelle classe est classé votre produit. Est-ce qu'il est classé en haut risque, en moyen risque ou en bas risque? Donc là, c'est vraiment, c'est un tableau, moi, que je trouve qui est vraiment très, très bien. Alors ensuite, on a la liste des catégories de risques pour les produits végétaux.
Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez le lien pour les modèles de certificats sanitaires pour les animaux vivants et les produits d'origine animale, mais on continue à œuvrer encore pour avoir le lien pour aller vérifier les modèles de certificats sanitaires, enfin pour les végétaux. Vous avez le lien pour avoir la liste des postes de contrôle frontaliers autorisés donc par une liste ou par une carte, c'est bien fait, et aussi donc pour la partie animale et pour la partie végétale. Diapositive suivante. Là, je vous ai mis donc les liens aussi pour comprendre les notifications IPAS. Ensuite, donc tous les liens, vous aurez le temps donc d'aller les consulter pour les animaux vivants, pour les denrées d'origine animale, etc., etc. Pour les produits composés, parce que plus tard, je pense qu'il y aura. Alors pour l'instant, les produits composés sont tous classés à faible risque, mais les autorités britanniques nous ont dit qu'il va y avoir une nouvelle évaluation de risque, donc ils peuvent éventuellement basculer en médium risque. Parce que pour l'instant, ils sont en bas risque, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de certification sanitaire. Mais s'ils basculent en moyen risque, forcément, il y aura une certification sanitaire. Vous avez aussi donc pour les végétaux, etc., et pour les produits de la pêche. Vous revenez, donc la diapositive suivante, la troisième, s'il vous plaît. Voilà, la troisième. Voilà. Et ensuite, je vous ai mis aussi des liens pour des brochures explicatives qui sont vraiment très, très intéressantes. Vous pouvez avoir des questions-réponses techniques sur les contrôles SPS. Donc, comme je l'ai dit, donc là, c'est une répétition des postes de contrôle frontalier pour les végétaux, les produits végétaux. Vous avez, comme je l'ai dit tout à l'heure, un arbre décisionnel pour les produits, ce qu'on appelle les produits composés. Là, j'ai mis produits composites parce que les Anglais parlent de composite products. Et vous verrez que sur ce lien, il est très intéressant. Vous avez une catégorie de produits qui sont complètement exclus des contrôles à l'importation. Le lien pour les certificats sanitaires, les certificats phytosanitaires, donc là c'est une répétition, mais là ça c'est vraiment des brochures explicatives qui ont été traduites par les autorités britanniques. Et vous avez aussi, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, enfin vous avez aussi donc ce qu'on appelle le transit des marchandises par la Grande-Bretagne qu'on appelle le Land Bridge. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci. Merci beaucoup Célim pour cette présentation. Comme vous l'avez dit, il y a tous les liens disponibles parce que c'est vrai que dans notre public, il y a des entreprises de tout type de filières. Et voilà, c'était vraiment la question principale. Avons-nous besoin ou pas d'une certification? Et voilà, on pourra revenir vers vous, aller voir sur les liens. Avec plaisir, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et donc là, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui donc Thomas Jacquel. Merci beaucoup Thomas d'être présent aujourd'hui, donc qui est le fondateur et le dirigeant de Target Limited, comme on a vu, qui est donc un acteur du B2C donc au Royaume-Uni, donc importateur de produits français, spécialisé des produits notamment de Provence, j'ai vu, et du sud de la France. Nous avons également accueilli Thomas en juin dernier lors de notre convention d'affaires à Montpellier, donc l'Occitanie Food Connection. Et donc on est heureux d'entendre votre témoignage, un petit peu vos démarches et comment nos producteurs pourraient avoir une approche en fait du marché britannique. Bonjour à tous, merci pour l'invite, ça fait plaisir d'intervenir. Alors notre société, on est établi juste en dehors de Londres, on importe des produits de la Provence et de plus en plus d'Occitanie. Nous avons démarré il y a à peu près 7 ans, donc pré-Brexit, ce qui semblait à l'époque une très bonne idée d'importer des produits de la nourriture, notamment de la France. Nous vendons principalement en direct, donc nous sommes importateurs, mais nous ne revendons pas à des magasins ou à des GMS, donc on travaille directement avec des clients. Là où je peux partager notre expérience et notre connaissance du marché, c'est surtout les attentes des consommateurs. Donc, nous vendons sur notre site internet, mais aussi sur des marchés, des foires et des événements, que ce soit sur Londres, autour de Londres et ailleurs,
jusqu'au nord de l'Angleterre, au Pays de Galles, tout ça. Alors, j'ai bien aimé votre présentation sur le marché anglais. Après, je vais vous partager un peu de mon expérience, ce que j'en tire. C'est que je pense qu'il y a là où il y a des opportunités, je pense, sur le marché anglais, c'est que c'est un marché qui change énormément. J'ai vu énormément de changements sur les 10 dernières années. Ça fait 15 ans que j'habite ici. Pour revenir sur la présentation d'Isabelle, c'est vrai que les Anglais n'aiment pas cuisiner, mais il y a un gros changement là-dessus en fait. Les Anglais sont de plus en plus éduqués sur la nourriture, sur ce qu'ils mangent, et ont de plus en plus envie de goûter de nouveaux produits. Et je trouve qu'ils cuisinent de plus en plus. Il y a qu'à voir le nombre d'émissions de télé qui sont portées sur la cuisine, tout ça. Là, pour les produits français, nous, on est positionné sur un positionnement assez premium et sur un positionnement qui est plaisir. Donc, on a une clientèle qui est assez aisée. C'est vrai qu'on a beaucoup de clients qui sont londoniens, mais j'aimerais porter votre attention sur le fait qu'il y a énormément de poches dans les campagnes britanniques où il y a des gens qui sont très aisés, que ce soit dans les Cotswolds, en Cornouailles, dans le Sussex, tout ça. Il y a énormément de. Il faut pas. C'est vrai que Londres est un marché très spécifique, mais il ne faut pas catégoriser les campagnes anglaises comme des consommateurs qui mangent mal, qui aiment que les snacks, tout ça, parce que c'est pas vrai. Et il y a un grand changement là-dessus. Nous, on va de plus en plus dans les campagnes, de rencontrer des gens. Et c'est là où on a vraiment une opportunité en fait de vendre nos produits. C'est-à-dire on n'a pas vraiment de concurrents sur place et on aime pénétrer ces marchés-là. Donc voilà, c'est catégoriser l'Angleterre comme un pays qui mange mal où il faut principalement cibler des débouchés à Londres. Je dirais, faut faire attention à pas trop catégoriser là-dessus. Après, la façon dont on démarche nos clients, c'est vraiment en direct. Donc, on vend en ligne, mais nous, ce qu'on aime, c'est rencontrer les clients et de leur faire goûter nos produits, de leur faire découvrir une région. Et mes attentes pour les produits, c'est principalement c'est le goût, il faut que le produit soit bon. J'ai pas des attentes très spécifiques pour ce qui est du packaging. Je trouve que mes clients, ils aiment avoir un cachet authentique du produit, voire un peu franchouillard. Ça continue à plaire. Moi, et je pense que ça plaît aussi à pas mal d'épiceries fines spécialisées. C'est qui est vraiment une histoire derrière un produit, qui est une recette authentique. Et puis, c'est aussi les producteurs. Moi, ce qui me plaît, c'est mettre en avant le producteur, qui est une belle histoire derrière. Et j'aime créer ce lien avec les consommateurs. C'est pas seulement ce qu'il y a à l'intérieur du produit, mais c'est pas seulement le packaging, mais c'est toute l'histoire qu'il y a autour et la provenance. Après, tout ce qui est certification type bio, AOP, tout ça, je trouve que ça a beaucoup moins d'importance ici dans le processus d'achat. Parce que tout ce qui est certification AOP, IGP, tout ça, il faut savoir que nos produits français sont en concurrence avec d'autres produits premium d'Italie, d'Espagne, de Grèce, d'autres pays de la Méditerranée. Et chacun semble avoir des certifications spécifiques et le consommateur s'y perd un peu. Donc voilà, tout ce qui est AOP, IGP. Si ça a une importance sur le vin, je pense, pour tout ce qui est nourriture, ça l'est moins. Après, là où il y a énormément d'opportunités pour la nourriture, c'est autour des fêtes de Noël. Noël ici, c'est un marché qui est
qui est énorme, qui est beaucoup plus important qu'en France, je pense. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a des données sur ça, Isabelle, mais les chiffres retail Noël sont énormes. Nous, ça représente à peu près sur 3 mois, on va faire entre 40 et 50% de nos chiffres d'affaires, notamment parce qu'on est positionné on est sur un positionnement premium, plaisir, et même si on a remarqué que depuis l'inflation post-Brexit, Covid qui a explosé ici, il y a une grosse partie des consommateurs qui se serrent la ceinture ou qui sont serrés la ceinture toute l'année. Je suis très confiant pour les fêtes. Les fêtes de Noël, généralement, on travaille très bien et le consommateur dépense énormément. Donc, que ce soit les ventes en direct sur des marchés, sur des foires, tout ça, nous sommes très confiants sur les fêtes. Et c'est là que je pense que si si vous êtes sur un produit plaisir, c'est là que vous pouvez avoir énormément d'opportunités, je pense. Après, je vous cache pas qu'en tant qu'importateur, Brexit nous a mis énormément de bâtons dans les roues. Je pense que on est quand même un importateur qui est relativement petit comparé à des grandes surfaces, à des magasins spécialisés, tout ça. Je pense que tous les débouchés type petites boutiques, épiceries, tout ça, ils sont de plus en plus ils réfléchissent à 2 fois avant d'importer un produit de l'Union européenne maintenant, notamment les produits d'origine animale, parce que leurs volumes sont petits et le coût des démarches pour importer ont explosé. Si vous démarchez des petites épiceries, tout ça, ils ont besoin seulement d'une dizaine, cinquantaine de produits. Pour eux, ça ne vaut pas la peine d'ajouter un produit à leur gamme. Et moi, je vois de plus en plus, même si on continue à travailler avec des producteurs de nourriture en France, on a une grosse partie de notre business qui se tourne plus sur des produits de type lifestyle, de type couteau, lin, tout ça, parce que c'est beaucoup plus facile pour nous à importer. Donc, prendre en compte ça également, de savoir qu'il y a beaucoup d'importateurs qui galèrent tout simplement pour se mettre à jour avec toutes les démarches qu'il faut faire pour importer. Donc voilà. Après, ce que je dirais, c'est que prenez votre positionnement en France et essayez pas de changer ce que vous faites. Voilà. Pour vous plier à des demandes de grandes surfaces, tout ça. Si vous travaillez déjà avec des grandes surfaces en France, je pense que vous n'aurez pas de problème à travailler avec des gens ici. Mais voilà. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est un marché qui évolue énormément, que les Anglais sont de plus en plus éduqués sur les produits français, les produits méditerranéens, et qu'il y a une vraie demande pour ça. Après, ça reste, je remarque que ça reste quand même une demande plaisir. Donc, et notamment, on l'a vu dans votre présentation, tout ce qui est consommation plaisir pour la nourriture, c'est quelque chose qu'on remarque vraiment ici. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres points que vous vouliez que j'aborde ou d'autres. Merci Thomas. Alors effectivement, on parlait de Noël. Effectivement, c'est vraiment Noël est très important. On en parlait tout à l'heure. Et c'est vrai que Noël ici commence beaucoup plus tôt qu'en France. Ça commence. Il y a déjà des produits dans les supermarchés pour Noël aujourd'hui qu'on trouve. J'ai été à ma première foire de Noël hier et avant-hier. C'est pour vous dire que ça démarre assez tôt. Ouais. Ça commence encore plus tôt. Vous prenez par exemple le magasin Selfridge, qui est un grand magasin dont Sébastien évoqué. Il lance Noël, si j'ai bon souvenir, au mois de juillet. Ça vous donne un ordre d'idée. Alors moi, je voulais aborder la question du prix. Est-ce que vous pourriez un peu indiquer comment donner une indication comment calculer un prix de vente consommateur à partir d'un prix final? Est-ce que en ajoutant le coût de transport, les marges une marge de l'importateur, est-ce que c'est pour donner une petite indication
Est-ce que vous connaissez un peu une structure de prix que vous pouvez, parce que c'est le prix est vraiment important au Royaume-Uni, donc c'est vraiment, il faut, même si c'est l'achat plaisir, il faut quand même pas être totalement 50%, 75% au-dessus des prix des concurrents. Est-ce que vous pouvez donner une petite indication là-dessus? Alors, ce que je conseillerais, c'est d'essayer de trouver des produits similaires aux vôtres qui sont faits par des Italiens, des Espagnols, enfin des produits types d'autres pays. Moi, ce que je vois, c'est qu'en moyenne, je vends mes produits euh, 30% plus cher que le prix public français. D'accord. D'accord, 30% plus cher. Sachant qu'il n'y a pas de TVA sur la plupart des produits en Angleterre. Hein. Faut aussi, Non, c'est ça. Ouais. ensuite, l'autre question, c'est qu'est-ce que vous attendez quand quelqu'un vous aborde? Qu'est-ce que vous voulez comment vous abordez? Par exemple, vous avez une société qui fait des pâtés ou des jus de fruits ou autre chose. Qu'est-ce que vous attendez d'elle? Comment elle peut vous intéresser si elle vous démarche? Alors, pour nous, c'est la flexibilité. Euh, on est et puis c'est les quantités minimum. Nous, on est relativement, on est relativement petit, mais c'est surtout que le coût de stockage ici est assez élevé parce que trouver un entrepôt c'est cher, même si euh, des produits qui peuvent se garder longtemps. Je ne peux pas garder un stock énorme. Je pense qu'il y a beaucoup de boutiques spécialisées qui doivent avoir le même problème que moi. Donc euh, c'est ça. Et moi, ce que j'aime bien, c'est avoir un interlocuteur direct et qui soit toujours le même. Et après, c'est les facilités de paiement. Si vous avez la possibilité d'offrir des paiements à 60 jours, ça aide parce qu'il faut prendre en compte que entre le moment où on passe une commande et qu'elle est livrée ici et que le produit soit prêt à la vente, il se passe toujours 1 ou 2 semaines. Donc, si c'est des paiements à 30 jours, c'est que ça reste un peu un challenge pour nous. Mais voilà, moi, mes demandes, c'est ça. Après, ce que je recherche beaucoup, voilà, c'est un contact direct avec le producteur, d'avoir finalement que le producteur partage son histoire, et d'avoir le plus d'informations possible sur les produits. Ouais, Euh, d'accord. Des fiches techniques en anglais, des ouais. photos, etc. Après, vous pouvez Euh, vachement vous aider avec l'intelligence artificielle maintenant pour traduire tout ce que vous voulez. Hein. Ça simplifie énormément la vie. Moi, je m'en sers beaucoup. Oui, c'est vrai, d'ailleurs, je voulais en parler, merci. C'est vrai que ChatGPT permet de traduire relativement correctement, Ouais, relativement, il y a toujours des erreurs. C'est vrai que c'est pratique pour ça. ouais. Et même pour les emails. Même les photos, Merci maintenant, c'est beaucoup. très important, notamment quand on est positionné sur un produit plaisir. Moi, quand je vends mes produits, je vends une part de la Provence et j'aime bien faire un peu rêver les gens. On est dans des régions qui sont tellement magnifiques, les gens, il faut les faire un peu rêver et de vendre un peu de ce rêve dans le produit, c'est très vendeur. Donc, d'avoir des photos de vous, des photos de la région, c'est des choses qu'on peut après partager sur nos réseaux sociaux, dans nos newsletters et ça aide à la vente aussi, quoi. Voilà. Merci. Alors, il y a déjà des gens qui demandent vos coordonnées. Oui. On verra plus tard, mais bon, si vous n'avez pas d'inconvénient, on donnera vos coordonnées aux entreprises qui sont présentes. Merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions pour Thomas, n'hésitez pas. Et puis je repasse la main à Soti. Merci Sébastien, merci beaucoup Thomas. S'il n'y a pas d'autres questions, on va avancer. Et maintenant, passer la parole à Nicolas Rico, qui est donc le cofondateur et le dirigeant de l'entreprise L'Étuderie, qui est une entreprise qui produit et commercialise un produit très spécifique, c'est l'ail noir, donc dans le Gers.
Et donc, Laitierie exporte déjà vers le Royaume-Uni et a participé à notre programme Gourmet Box Occitanie en 2022. Et donc, c'est à ce titre que nous l'invitons aujourd'hui pour son partage d'expérience. Et je passe la parole maintenant à Nicolas. Salut Nicolas. Bonjour. Salut. Bonjour à tous. Nous, on est donc oui, on a participé à ce programme. On est une TPE, voire TTPE. Donc c'est aussi pour montrer que c'est ouvert à tout le monde, l'export. Nous, on a été créé en 2019. On fait des salons pour se faire connaître et justement démarcher tout ce qui est grossiste, importateur. Nous, nos débouchés, c'est plutôt tout ce qui est restauration, les épiceries fines, magasins bio et ainsi que les transformateurs. Voilà, donc on est pas mal distribué en France et à l'export, on s'y essaie un peu. Pour l'instant, ça représente, je dirais, 10% de notre chiffre d'affaires, donc ce qui est pas déconnant non plus. En tout cas, on essaie de le faire progresser chaque année. Donc voilà, la Gourmet Box, il me semble que c'était fin 2022 ou début 2023 qu'on a participé. On a eu des retours de 5 importateurs. Voilà, les points positifs, c'est qu'ils vous font un retour sincère sur vos produits. Alors, ça fait pas toujours plaisir, mais en tout cas, on a un vrai retour de personnes sur le terrain. On peut prendre les conseils ou pas. Et dans l'idée, nous, on a eu 2 rendez-vous, si mes souvenirs sont bons. Alors, ça s'est très bien passé. Après ça, il faut être patient. On commence tout juste à avoir des retombées sur ça. Il faut être patient. Ils l'ont dit aussi, ils sont un peu frileux, surtout après le Brexit. Donc, pour rentrer un produit, c'est pas facile, mais c'est la même chose en France. En France, pour rentrer des nouveaux produits maintenant sur les grossistes, c'est très difficile. Mais on y arrive petit à petit. On est très content de cette Gourmet Box, sachant qu'il y a eu ça, et puis ça se cumule avec d'autres manifestations que font la région. Donc, ce qui marche, effectivement, c'est de rencontrer peut-être plusieurs fois les acheteurs. Ça, c'est l'idéal, si on a la possibilité. Et voilà. Sinon, nous, notre force, enfin, en tout cas, ce qui nous plaît dans ce processus, c'est que pour nous, l'important de notre produit, c'est le goût. Alors, il y a le côté santé, mais il y a surtout le côté goût. Donc, effectivement, si on arrive à faire goûter, en général, on est plus facilement accepté. En tout cas, on a sur un produit relativement original, mais très bon. En tout cas, on essaie de faire des produits de qualité. Donc, une fois qu'ils ont goûté, on a quand même une grande majorité de bons retours. Voilà. Quoi dire de plus au niveau de la douane, en tout cas de tout ce qu'on a pu envoyer déjà en Angleterre? Alors, il y a deux façons. Soit ils ont leur propre transitaire, ce qui est là l'idéal. Donc là, on va en prix Ex-Works et ils se débrouillent pour faire enlever. Donc ça, c'est évidemment le plus simple. Et après, pour l'envoi vous-même, et bien là, c'est un peu la galère avec les transporteurs. Il faut avoir des transporteurs sérieux, de confiance et surtout pas les lâcher parce qu'ils auront tendance, en tout cas les expériences qu'on a eues pour l'Angleterre, ils auront tendance à être longs à livrer en Angleterre. Voilà, entre les échanges avec la douane, les papiers, les petites inscriptions sur la facture qui manquent, voilà, il faut bien demander à votre transporteur quelle mention doit figurer sur la facture et le BL. Donc voilà, ça serait partie des conseils. Nous, on n'a pas trop de produits, on va dire, difficiles. On va avoir le miel et la bière. Ça sera le plus difficile à exporter en Angleterre, mais un peu partout dans le monde. En général, ça ne sera pas le produit qu'on arrivera de toute façon à exporter. Donc, ça sera plutôt sur les autres conserves.
Niveau de l'étiquetage, alors nous, on a depuis le début fait le pari sur certains produits d'avoir un double étiquetage en anglais. Sinon, on avait déjà imprimé dès le départ toutes nos étiquettes en anglais parce qu'on avait une vraie volonté d'exporter. Pour l'info, nous, on n'utilise pas de plastique non plus. Donc voilà, on a des produits quasiment 100%, alors 100% bio. La plupart sont véganes et la plupart sont sans gluten. Donc c'est aussi une force pour la présentation de nos produits. Voilà, je pense que moi j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire, mais je serais ravi de répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup en tout cas Nicolas, c'est une belle success story quand même, faut le préciser parce que votre TPE vous êtes deux et arriver à faire de l'export et de gérer tous les aspects comme quoi c'est possible. Mais oui, comme vous l'avez précisé, être très pointu au niveau administratif, etc. Et avoir un produit vraiment qui a sa propre identité, qui dénote vraiment. Est-ce que vous avez peut-être une question à poser? C'est Joseph, mais on n'entend pas le son. Peut-être taper votre question dans la conversation, Joseph, parce qu'on ne vous entend pas, malheureusement. Alors, moi, en attendant, j'ai une question. Est-ce que vous avez noté des choses un peu différentes? Est-ce que des exigences différentes de la part de vos contacts partenaires britanniques qui soient différentes de vos contacts en France ou autres? Est-ce qu'il y a des choses différentes? Alors on a une demande très particulière, hein. On nous a demandé d'enlever le logo bio, voilà, et que ça soit pas mentionné sur l'étiquetage. Alors ça, je n'ai pas la réponse de pourquoi. Visiblement, c'était administratif, c'était plus simple pour certaines choses. Mais peut-être que, je sais pas, quelqu'un aurait la réponse, mais j'avoue que j'ai pas la réponse exactement pourquoi ils voulaient pas. En fait, envoyer des produits bio, ça veut dire les envoyer sur des palettes qui sont différentes. Il faut les signaler. Et je pense que comme ils emportent plusieurs produits en même temps, de différentes catégories, ils voulaient pas mettre vos produits à part. Donc je pense que c'est la raison derrière tout ça. Et puis en plus, comme je l'ai dit, hein, c'est parce que le produit bio il va plus se vendre en général. C'est pas ça qui va être le principal intérêt pour le Britannique. Votre produit, en plus, je dois ajouter, c'est un produit qui est quelque part pour les Britanniques qui est innovant. On n'a pas beaucoup d'ail noir comme ça au Royaume-Uni. Et puis en plus, c'est très à la mode. Comme l'a expliqué Monsieur de Tariette, les Anglais ils regardent beaucoup d'émissions de télévision, de cuisine. C'est des inventeurs après tout de MasterChef. Et ils aiment bien avoir des produits comme ça qui sont innovants, qu'ils ont dans leur cuisine. Donc, Et puis aussi, il y a quand même, comme disait Isabelle, c'est pas être à part, aussi une certification à part. Il faut payer une certification bio, je crois, pour les produits. oui, tout à fait. Donc il y a un coût supplémentaire Pour l'importateur. pour l'importateur. Ouais. Une question plus pointue, ça y est, la question de Joseph, on l'a. C'est pour l'étiquetage qui est en anglais. Mais est-ce qu'il y a un sticker encore additionnel à rajouter avec le nom de l'importateur? Alors nous, ils nous l'ont pas demandé, mais je sais que ça on le fait sur d'autres pays, donc c'est pas dérangeant. Mais, mais on l'a pas fait pour là. Là, on a eu des étiquettes spécifiques du coup sans le bio. Et après, pour l'instant, l'autre n'a pas demandé pour un surétiquetage. Normalement, c'est obligatoire. Ils le font peut-être eux après, je sais pas. Peut-être. Ça peut être aussi le cas, absolument. Alors juste quand même préciser, c'est obligatoire pour tout ce qui est vente à emporter, hein, pour tout ce qui est la restauration. Je crois que c'est pas obligatoire. C'est ça. Bien, merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, vous pourrez continuer à les poser sur notre chat. Et on va passer à la dernière partie de cette présentation. Je vais vous présenter donc ce programme de l'Occitanie Box, Gourmet Box, donc qu'on va déployer en fait d'octobre à décembre.
Alors, elle s'adresse à quel type d'entreprise? Donc, déjà pour vous, je sais que j'en connais déjà une partie, vous êtes des primo-exportateurs, donc qui visaient un petit peu les marchés un peu proches donc, de l'Europe. Donc là, c'est une opportunité de tester le marché britannique sans vous déplacer. Mais elle s'adresse aussi aux entreprises, et je sais qu'il y en a aussi que j'ai suivies, donc qui sont déjà développées en Angleterre et au Royaume-Uni et qui souhaiteraient développer de nouveaux marchés. Alors attention, le nombre de places est limité, donc nous pourrons accueillir seulement 10 entreprises dans ce programme, avec uniquement donc des produits donc de catégorie d'épicerie sucrée et salée, mais des produits secs. On accueille aussi les boissons, mais non alcoolisées, et on a prévu, si assez de participants, un programme autour de la bière. Et comme on l'a rajouté, bien sûr, donc des produits à conservation à température ambiante, on ne pourra pas prendre du frais ou du surgelé, par exemple. Le profil des acheteurs qu'on va cibler, c'est bien sûr ceux qui vont être intéressés par vos produits. Donc ce sera à la fois des importateurs, des grossistes, des distributeurs de produits d'épicerie fine et français. Alors le rétro-planning il va se dérouler de cette manière. Donc on fait aujourd'hui ce webinaire de sensibilisation pour vous apporter un petit peu tous les éléments avant de vous lancer. De toute façon, nous aurons donc toute une méthodologie après avec un dossier préparatoire, un entretien préparatoire donc avec moi-même et Sébastien et Isabelle pour mieux connaître donc votre offre, vos besoins et voir s'ils peuvent correspondre donc à un développement sur ce marché-là. Et si votre dossier est validé, on pourra organiser avec vous donc un envoi des échantillons déjà par groupage en partant d'ici jusqu'à l'entrepôt au Royaume-Uni. Donc cette partie-là sera prise en charge par vous, mais après toute l'autre partie où il va y avoir la constitution des box dans l'entrepôt donc à Londres, et la constitution des box et l'expédition vers les acheteurs donc se fera donc avec l'accompagnement de la région. Donc cette partie-là est gratuite pour vous. Et donc les box donc, seront envoyées, on vise à peu près entre 10 et 15 acheteurs. Alors, on vous propose de nous présenter 3 de vos produits phares. Et ensuite, comme l'a expliqué Nicolas, de toute façon sur cette phase-là, on vous garantit donc un retour en fait de ce testing, que ce soit au niveau goût, packaging, etc. Toutes les remarques qu'il y aura autour de vos produits. Donc c'est la meilleure manière de le tester. Je voyais une question, je crois, de la société donc Au-Neuve. Je pense que ce programme est assez adapté à votre question, voir si ce produit-là donc au niveau packaging, donc répond pas aux attentes des acheteurs du Royaume-Uni. Et ensuite, s'il y a un intérêt, on organisera pour vous des rendez-vous. Alors les frais de participation, donc si vous vous inscrivez sur la partie envoi, donc constitution de la box testing, ça coûte 200 €. Voilà, c'est vraiment une possibilité pour vous de participer à coût réduit donc, à ce programme. Et s'il y a un rendez-vous, ce sera donc 180 € hors taxe, le rendez-vous obtenu. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions à ce sujet. Je vous ai mis mes coordonnées, on a fait pas mal de mailing autour de cette box. Vous l'avez sur le site ad hoc dans nos événements internationaux. Et donc je reste à votre disposition avec Isabelle et Sébastien pour vous donner plus de précisions sur cette opération. Juste aux précisions pour les acheteurs, on va vraiment viser différents types d'acheteurs, aussi bien, on va essayer la grande distribution, mais c'est quand même un peu compliqué, ou le e-commerce avec Ocado, mais ça peut être des épiceries fines, des acheteurs d'importateurs spécialisés dans le commerce, dans la vente à emporter. On va vraiment essayer d'avoir un panel différent en fonction aussi de vos produits. En tout cas, merci pour votre attention. Vous êtes bien restés tous jusqu'au bout, malgré, donc on s'est un peu décalé parce qu'il y avait des sujets quand même vraiment très intéressants.
On reste à votre disposition. Là, on mettra donc bien sûr à disposition cette présentation complète. Le webinaire sera en ligne sur notre chaîne YouTube ad hoc. On partagera également le lien. Je vous ai remis les liens du site et de France Agrimaire, mais vous aurez tous les liens dans la partie que nous a partagé Célim. Et n'hésitez pas donc à nous contacter. À la fin du diaporama, il y a également tous nos emails. Donc on vous remercie vraiment pour votre participation et on vous dit à très bientôt pour l'accompagnement d'un projet à l'export vers le Royaume-Uni. Merci et à bientôt. Merci. Merci, au Merci, revoir. au revoir.